Salut, moi c'est Émilie et tu écoutes la série des 1000 premiers jours d'un parent produit par The Parents Show. Pour toi, 30 guests de folie sont venus répondre aux questions que tu te poses sur ta parentalité. Il y aura des professionnels et des parents pour te parler du sommeil de bébé, de l'organisation du quotidien des parents, mais aussi sur le postpartum, le suivi médical ou la charge mentale. Et enfin, pour un maximum d'énergie positive, Jenny de Sisters Astro nous dévoilera l'astro des mamas pour savoir quelle maman tu es selon ton signe astro. Moi, c'est Mama Sagittaire. Bref, ça va être le feu. Alors, are you ready pour un show de folie? XOXO, The Parents Show. Ce podcast a été réalisé notamment grâce au soutien de Blédina, engagée dans la liberté de parole des parents. En étant parent, vous savez que les premières années de vie de bébé, appelées aussi les 1000 premiers jours, sont une période clé durant laquelle il a besoin d'une alimentation parfaitement sûre, adaptée à ses besoins nutritionnels et de découvrir une palette de saveurs et de textures. Mais nourrir au mieux son bébé et lui transmettre des habitudes alimentaires saines peut s'avérer compliqué parce qu'on ne sait pas toujours quoi faire ou par manque de temps. Notre partenaire Blédina a à cœur depuis 100 ans d'être aux côtés des parents pour vous offrir chaque jour les produits et les services dont vous avez besoin pour faire découvrir à bébé le vrai goût des ingrédients et éveiller ses papilles. La mission de la marque, cultiver le manger vrai pour nourrir le futur. Spoiler alerte, ici tu ne vas pas trouver de recette miracle pour ne plus ressentir cette fameuse charge mentale. Dans un article du journal du CNRS, on cite la chercheuse Nicole Bray qui décrit la charge mentale comme un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant, et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marche de la résidence. Dans cet article, on précise bien qu'il s'agit davantage de la charge cognitive associée à la gestion propre des tâches domestiques que de la réalisation de ces tâches. Le problème est qu'il n'y a pas de répartition équitable au sein du couple et que ce sont bien les femmes qui supportent majoritairement cette charge mentale. En 1996, dans un article nommé Thinking About the Baby, la sociologue Suzanne Walzer mettait en évidence les écarts qui existent dans la répartition des tâches ménagères dans un couple, mais aussi la part invisible du travail domestique. Bon, tu l'as compris, la charge mentale, c'est en gros quand tu penses à tout ce que tu dois faire, genre organiser les vacances, prendre rendez-vous chez le pédiatre, faire les courses, faire le ménage, ou bien penser à l'avance au repas de ce soir. Ah oui, et bien sûr penser à faire une présentation de 20 pages pour ta boss. Bref, tu connais, non ? Bah oui, mais souvent on se dit « et elle y arrive bien ». Elle qui arrive à ne pas mettre ses enfants devant un écran, à cuisiner bio, à manager une équipe de 10 personnes chez Google, du haut de ses talons de 15 cm, à faire 6 séances de hot yoga par semaine et à être une bombe pour sa meuf ou son mec. Et moi alors, du coup, je suis une... J'ai écouté le podcast d'Anna Roy dans un épisode de Sage Meuf et elle nous dit « En additionnant les 170 minutes de tâches domestiques, les 183 minutes de temps parental et les 2 heures de charge mentale, cela fait 8 heures par jour en plus de ta journée. » Bah la voilà la charge mentale. Maintenant que l'on sait tout ça, je te propose d'écouter les témoignages de parents dans leur vraie gestion du quotidien. Des professionnels vont également nous en dire un peu plus sur cette charge, pas toujours facile à maîtriser, mais bon, grâce à leur expertise et leur expérience, ils vont pouvoir t'apporter des tips, des recommandations pour tenter d'améliorer ton quotidien. Allez, kiffe bien. Coralie, architecte d'intérieur et maman d'une petite fille. Bon, dans la vie, j'arrive pas à lâcher prise, ça c'est sûr. Donc certainement que ça a joué. Je n'arrivais pas à contrôler aussi. Mais c'est surtout que je me suis dit, mais jusque-là, j'avais l'impression qu'on s'en sortait bien. Et en fait, d'un coup, j'avais l'impression d'être la plus nulle des plus nulles, quoi. Je me suis dit, mais à quel moment je trouve pas 5 minutes pour faire ça, quoi. Ou à quel moment j'arrive pas à me dégager du temps, une demi-journée pour ouvrir l'ordi et avancer. Et en fait, il y avait aussi le fait que, comme c'est la première fois que j'ai un enfant, même si on sait comment fonctionne un enfant dans l'absolu, tant qu'on ne le vit pas et qu'on ne l'expérimente pas soi-même, on ne se rend pas compte. Donc, Romilou, quand elle était petite, elle dormait. Et plus elle grandit, et plus elle a de phases d'éveil.
Donc, plus elle a de phases d'éveil et plus elle demande du temps. Donc, quand elle était petite, elle demandait un temps énorme, mais en fin de compte, plus elle grandit et plus elle demande du temps. Et c'est vrai que peut-être que je ne l'avais pas percuté aussi bien. Mmh. Et puis, on est rentré dans cette démarche de se dire, bon, Max a dit stop, on va essayer de faire garder la petite. Donc, on a cherché un mode de garde. Et là, la- et là, c'était le cataclysme, l'apocalypse. C'est-à-dire que, on a été confronté à la réalité, encore une fois. Ah, En c'est fait, la c'est ça, c'est à chaque fois, tu te prends des claques. Tiens, réalité 1, flac, réalité 2. Et tu te dis, mais en fait, dans quel monde on vit? C'est pas non, mais possible. les solutions de mode de garde, c'est une catastrophe, hein. Donc, on a C'est listé les possibilités. Donc, c'était crèche. On a fait les demandes comme tous les bons parents, pendant la grossesse, aux bonnes dates, etc., etc. Ça, on avait fait. On a listé ensuite assistante maternelle, halte garderie, parce que dans l'absolu, on cherchait je voulais pas non plus complètement laisser la petite 5 jours par semaine. C'était pas le but. L'idée, c'était juste de pouvoir me dégager du temps, au moins 2 jours par semaine, pour avoir du temps pour travailler et aussi peut-être un peu de moments de respiration, parce que finalement, on n'en a pas. Et ouais, du temps pour toi, donc quoi. voilà, donc assistante maternelle, les maisons d'assistantes maternelles, les crèches privées, les crèches d'entreprise. Enfin, on a listé tout le tralala là et on a fait un par un. Donc la crèche, on attendait, la réponse avec une commission qui n'arrive qu'en juin, donc dans tous les cas, ce ne sera pas pour tout de suite, parce que nous, on avait besoin d'une solution rapide. On a pris rendez-vous avec le relais des assistantes maternelles. Nous sommes allés, nous avons été reçus par quelqu'un, super bien. Elle nous a expliqué toutes les démarches, comment il fallait procéder, les 2 sites sur lesquels il fallait aller, le site du département, le site de la CAF, où toutes les assistantes maternelles étaient listées. On s'est partagé les tâches, chacun a pris un site et a listé toutes les assistantes maternelles. Et j'ai dû appeler 130 personnes, Ah ouais. plus les mails de ceux qui n'avaient pas de numéro de téléphone. Et en fait, à la fin de ce boulot qui était un boulot à temps plein aussi, et tu te rends compte que, ben, il y a personne. Delphine Marek, auteure, artiste et maman de 2 kids. David et moi, on avait une chance, je pense, c'est que à chaque fois on a toujours été une équipe. En fait, quand nos enfants sont nés, donc Aaron est né, c'était notre premier enfant, et après Neva est né, là on en avait 2. Ils ont 2 ans et demi d'écart à peu près, donc quand Neva est née, Aaron était encore dans la petite enfance, voilà. On est passé Le premier c'est dur parce que c'est le premier et on passe de rien à tout, et aux nuits blanches et tout ça, et puis le deuxième c'est difficile parce qu'on sait déjà ce que c'est, on voit tout en double au niveau des nuits. Le premier il peut avoir une poussée de fièvre ou un truc, enfin bon voilà. Je pense que ce qui est dur pour les couples, c'est bien sûr le bouleversement que ça entraîne. Les nuits, c'est difficile. De pas dormir, c'est de la torture. Je pense que vraiment, ça rend les gens fous de pas dormir. On préférerait ne pas manger que ne pas dormir. Et tout ça, c'est dur, mais avec le père de mes enfants, on a toujours été une équipe, pour le coup. Donc, ça nous a pas vraiment ébranlé dans ce sens. Ça nous a bien sûr transformé notre vie. Mais... je me souviens qu'on se levait ensemble la nuit. Moi, j'allaitais pas, on faisait des biberons. Et on se levait ensemble alors qu'on aurait pu s'alterner. D'ailleurs, les gens se conseillent de s'alterner pour qu'il y en ait un qui dorme pendant que l'autre fait. Et en fait, non, nous, on préférait se lever et être ensemble et se soutenir. Genre, c'est bon, t'as compté le nombre de doses? Oui. Ok, là, tu crois qu'il est bien sur le trait ou tu crois qu'il faut que j'en enlève quelques gouttes? Non, c'est bon. Et en fait, on se soutenait tout le temps. Donc, on découvrait tout ensemble et on faisait tout ensemble. On était dans la même barque, quoi. Et ça, c'était vraiment super. Ah ouais, on était une team. Et il y a des fois, on le regardait pleurer. Aaron, il a beaucoup pleuré. Tout petit, il pleurait beaucoup. Et puis, parfois, on se regardait tous les deux et on se disait « Oh là là, il est relou ». Tu vois, c'était dans ce sens-là. Ouais. On se disait pas putain, pourquoi t'as pas fait ça? C'est de ta faute. Je t'avais dit qu'il fallait pas... Ce biberon, c'est le biberon porte-malheur. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Bien sûr, c'est arrivé. Hein. Si je le dis là, c'est que ça me vient. C'est qu'on a dû se le dire. Mais d'une façon plus globale. On n'était pas forcément dans l'accusation l'un de l'autre, on était au contraire en train de se dire « Non, il nous a bien transformé notre vie celui-là ». En se tapant du coude, tu vois, et en se disant « Bon, allez, on tient le coup, il est relou, mais c'est pas grave, il est mignon quand même ».
Alexandre Marcel, ou Papa Plume, auteur de Je ne m'attendais pas à ça et influenceur. Moi, j'étais dans un schéma assez classique parce que, tu vois, mon père avait a grimpé les échelons dans sa société, enfin, dans son entreprise. Il a fini avec un très gros poste et il partait tôt le matin, il rentrait un peu tard le soir. Et pour le coup, ma mère, elle a jamais cherché quoi que ce soit dans son entreprise. Elle voulait juste sortir tôt le soir pour s'occuper de nous. Et tu vois, elle travaillait pas le mercredi pour s'occuper de nous. Donc, dans ce sens, c'est un schéma un peu classique. Maintenant, mon père, il a toujours eu une fibre extrêmement très tendre. Moi, il me racontait, on a fait un article ensemble dans Le Parisien, c'était drôle, mais pour la fête des pères l'année dernière. Et du coup, il m'a raconté plein de trucs qu'il m'avait jamais raconté avant. Et par exemple, il me disait, moi, j'adorais j'adorais vous changer les couches. Il disait, j'adorais vous donner le bain. Et j'ai des souvenirs de lui, pas quand il me changeait les couches parce que je suis trop petit, mais je me souviens très bien, quoi. Tous les week-ends, on était allongés sur le lit avec ma sœur et il nous racontait des histoires et tout. Donc en fait, je pense et je le vois en tant que grand-père maintenant, il est gaga, mais il est gaga de ses petits-enfants. Tous les week-ends, il les voit, il vient, il se fout par terre sur le tapis. Il y a Ambre et Hugo. Hugo, c'est le cousin de ma sœur, ils ont le même âge, qui lui saute dessus. Il est vraiment gaga, quoi. Donc, en fait, pour lui, enfin, je pense qu'il est très fier que moi, je sois comme ça. Donc, par rapport à mes parents, non, il y a vraiment, voilà. C'est plus par rapport à la société en général, tu vois. Que ce soit alors dans mon entreprise, j'ai pas vraiment de soucis, mais je vois bien, tu vois, que les managers de 50, 60 ans, ils raisonnent pas de la même façon. C'est pas facile, tu vois, quand moi je suis cadre, hein, donc un jeune cadre qui part à 5h30 du boulot pour aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche, enfin, alors maintenant les gens s'y sont faits, tu vois, mais je veux dire, faut pouvoir traverser l'open space et dire ciao les gars, surtout en France, tu vois, où le présentisme est quand même un truc, voilà. Après, à travers Papa Plume, où mine de rien, je suis quand même très exposé maintenant, bah, je vois bien les réactions que ça peut engendrer, les trucs, ah ouais, de toute façon, si tu t'occupes comme ça de tes enfants, c'est que t'es pas un vrai homme. Enfin bon, quand je m'engageais pour le congé paternité, ouais, oui, si, j'en avais des trucs un peu violents même parfois. Donc voilà, après, bon, bah, la société, elle change doucement. Rome ne s'est pas faite en un jour, tu vois. Et voilà, on est sur le bon chemin, mais il reste encore beaucoup de. Tu vois, on le voit bien dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. 70% en gros des femmes continuent à assurer les tâches domestiques et familiales. La charge mentale repose encore sur les femmes, beaucoup plus que sur les hommes. On le voit, tu vois, les écarts de salaire se font surtout après la naissance d'un premier enfant, d'un deuxième, d'un troisième. Donc, bah, les mères et les femmes, globalement, assurent encore beaucoup plus cette charge que les pères, dans les faits. Mais bon, il y a quand même un frémissement qui est là. Les pères ont envie de plus s'investir, il faut les encourager. Et objectivement, Marianne en fait beaucoup plus que moi. Enfin, d'un point de vue charge mentale, hein, elle porte beaucoup plus de trucs que moi. Après, dans la répartition des tâches domestiques, je pense que j'en fais plus, même, tu vois. Enfin, typiquement, je fais le ménage, je m'occupe vraiment beaucoup des deux petits, je fais à manger, donc tu vois, voilà. Par contre, sur tous les trucs, type penser à inscrire l'un à la crèche, l'autre à l'école, penser à régler les factures, tous les trucs comme ça, c'est vraiment plus Marianne, quoi. Notre équilibre, il est là. Elle, ça la dérange pas tellement de faire l'administratif. On en a déjà discuté, je te dis pas ça voilà. Elle, ça la dérange pas tellement de faire l'administratif. Moi, c'est vraiment une plaie pour moi. Et en disant ça, tu vois, s'il y a des mamans qui m'écoutent, des femmes, ah putain, ouais, c'est une plaie, ouais, je crois que ça nous amuse de le faire et tout. Non, mais j'en ai conscience. Nous, on a trouvé notre équilibre là-dedans. C'est-à-dire que, bon, bah, moi, en plus, au-delà de ça, Marianne, elle fait beaucoup d'eczéma. Donc, typiquement, elle ne peut pas faire le ménage, sinon ça lui explose les mains. Donc, le ménage, c'est plus moi qui le fais. Le linge, c'est un peu plus moi aussi. J'ai tendance à plus plier le linge qu'elle. Les enfants, je m'en occupe un peu plus aussi parce que mon travail est moins loin que le sien, parce que j'arrive à terminer plus tôt du boulot qu'elle. Après, c'est vrai que je les emmène au pédiatre, mais c'est pas forcément moi qui vais penser à prendre le rendez-vous, tu vois. Et donc, on s'est acheté un organiseur. Parce qu'elle m'a dit, à un moment, elle m'a dit, ouais, vraiment, je pense à trop de trucs et tout. Alors, du coup, on s'est acheté un organiseur. Et même moi, ça me force aussi à participer au truc. Sur l'organiseur, je vais mettre, bah, tel jour, il y a tel truc, tel jour, on fait ci. Voilà. Mais bon, clairement, c'est plus elle qui porte la charge mentale que moi. Objectivement. Dans l'avion, on vous dit, tu vois, vous mettez d'abord votre masque à oxygène et ensuite, vous mettez celui des enfants. Bah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, c'est prendre soin de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'occuper de soi avant ses enfants, mais c'est-à-dire que si on ne prend pas soin de soi du tout, c'est compliqué de prendre soin des autres, quoi. Si tu es vraiment éclaté, que tu n'as plus une seconde à toi, que tu as mis tous tes hobbies de côté, mais tout, en fait, tu n'es même plus toi-même, tu vois, tu es aliéné. Et s'occuper d'un bébé ou d'un enfant quand tu n'es plus toi-même, alors je dis pas, hein, les premières semaines et les tout premiers mois, de toute façon, c'est vraiment hardcore, tu vois, et du coup, voilà. Mais moi, tu vois, je profite de mon télétravail pour le midi aller courir, par exemple. J'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de faire un truc pour moi. Dès que je peux, je m'occupe des deux petits, tu vois, pour que Marianne puisse se faire un coiffeur ou tu vois, juste avoir des petits moments comme ça pour soi, parce que si on s'en prive complètement et que
c'est compliqué de s'occuper des autres, tu vois, si on s'occupe pas du tout de soi-même, je trouve. Nous, en tant que couple, en fait, le soir, hein, tu vois, quand ils sont couchés, on arrive à les coucher tôt. À 20h, les deux sont au lit. Donc, on se regarde une petite série Netflix, tu vois, c'est ça. Je te dis pas qu'on se fait des soirées, des restos et des trucs. Mais bon, on a nos petits moments à deux comme ça le soir. Voilà, c'est sûr que ce sera jamais comme avant. Mais bon, après, j'ai des parents qui me racontent qu'ils n'arrivent pas à coucher leurs enfants jusqu'à 23h, minuit, 1h du mat. Ils n'ont pas de temps pour eux, donc c'est super dur, quoi. Nous, les deux se sont toujours couchés, sont toujours bien couchés. Donc, le fait d'avoir du temps pour soi le soir, c'est à deux. C'est un luxe. Enfin, c'est un luxe. ouais, C'est un luxe. ouais. C'est hyper agréable et je pense que c'est quasi avoir conscience aussi qu'il y a encore de grands déséquilibres qui existent et qu'il faut simplement qu'on avance tous dans la même direction, quoi. Effectivement, mais Ouais. même inconsciemment, elles avaient la sensation de savoir mieux faire, qu'elles étaient plus Exactement. aptes parce que c'était des femmes, parce qu'elles avaient porté le bébé, parce qu'elles l'avaient mis au monde, parce qu'elles l'allaitaient. Et tout ça, tu as une part très instinctive, puis tu as aussi tout ce que tu entends, tout ce que tu as lu, il y a toute l'histoire de l'humanité qui pèse là-dedans. En effet, hein, les pères peuvent être en père de repères, tu vas dire, parce que la mère leur laisse pas assez de place, parce qu'ils se posent des questions, parce que, encore une fois, toutes les injonctions, toute l'histoire, en fait, avec un grand H, pèse sur eux. Et ouais, non, c'est pas simple de défaire tout ça et de trouver sa place. Et c'est super drôle parce que j'avais fait un sondage dans le cadre de la formation que je vais animer, où j'avais posé la question, pour vous, c'est quoi être père aujourd'hui? Et un quart des réponses, ça va te faire marrer, un quart des réponses, c'était c'est comme être une mère. 13 000 réponses, un quart quasiment, c'est être comme une maman, mais à la sauce papa. Dans le sens où, historiquement, les mères étaient attendues comme des êtres pourvus d'empathie, très aptes à s'occuper des enfants, très, tu vois, qui embrassaient la peau des enfants, qui s'en occupaient, qui changeaient les couches et ce genre de choses. Tout ça, c'est le mythe de la femme mère, tu vois. Et donc, à mon avis, ce qu'il voulait dire par là, c'était que les pères d'aujourd'hui ont envie de se rapprocher de cette idée-là, de pas juste être le garant de l'autorité, mais la personne qui va prodiguer les soins, qui va pas hésiter à embrasser son enfant, à coiffer sa fille, tu vois, des choses qui apparaîtraient du fait de tous les préjugés qu'on a et de toute notre histoire comme plus féminin, entre guillemets. À la fois, je vais pas me cacher de faire les choses parce que tu vois, je suis fier d'élever mes enfants comme je le fais, de pas aider, mais de faire ma part. Je vois pas pourquoi je le dirais pas sous prétexte que je suis un homme et que pendant des siècles, les hommes ont rien foutu. Je peux pas porter sur mes épaules tout le fardeau de cette histoire que les hommes ont rien fait pendant des siècles. En même temps, je suis parfaitement lucide et conscient que les femmes en font encore globalement beaucoup plus. Et qu'en même temps, si on n'arrête pas de dire aux pères, ne dites pas ce que vous faites parce que les femmes en font plus que vous encore et en ont fait beaucoup plus durant toute l'histoire de l'humanité, ça n'encourage pas les pères non plus à montrer le bon exemple et à s'investir. Il faut juste que chacun soit fier de ce qu'il fait. Il faut avoir conscience aussi qu'il y a encore de grands déséquilibres qui existent et qu'il faut simplement qu'on avance tous dans la même direction, quoi. Marie-Clémence, auteure et maman de 2 petites filles. En tant que femme lesbienne et mère, en tant que couple homoparental, on a franchement 2 fois plus de pression que les autres sur la réussite. C'est-à-dire que moi, je ressens vachement, c'est qu'au moindre... un enfant qui dit « t'es pas ma mère », machin, ou « t'es pas mon père » à un de ses parents, bon, je pense qu'il y a plein de parents hétérosexuels qui vivent ça avec leur enfant. Ouais, ma famille, elle est pas normale, ouais, j'aimerais bien... voilà. Moi, quand Charlie me dit, c'est arrivé une fois, me disent ma famille, elle est pas normale », voilà, si tu veux, c'est l'alerte générale dans la tête, et puis tu as peur que les gens autour l'entendent, parce que tu as peur que d'un coup, les gens disent « Ah bah tu vois, un enfant peut pas avoir de maman, regarde la preuve. » Ou dès que Charlie, j'en sais rien, à un moment donné, à 2 ans, elle a commencé le fameux Terrible 2 où les enfants sont intenables. Et ben moi, j'ai eu hyper peur, parce que quand elle me faisait des phases en public, j'avais hyper peur que les gens se disent « Ah bah c'est parce qu'elle a 2 mamans. » Enfin vraiment, on se met vachement la pression, quoi. Enfin, on se met où les gens nous mettent la pression. Juliette ou Coucou les Girls, actrice, chanteuse, influenceuse et maman d'un petit baby. Avec mon mec, on en parle beaucoup de tout ça parce que moi, cette notion de la charge mentale, je l'ai toujours eue, tu vois, mais qu'en fait, maintenant, ça s'est décuplé de ouf. En fait, j'ai une charge mentale au niveau de mon corps, tu vois, où j'ai un rapport à mon corps qui a jamais été aussi complexe que maintenant. Jamais, 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 jamais. À ma féminité. J'ai
une charge mentale dans ce que je dois faire dans la maison, ce que je dois faire c'est ce que je te disais, en tant que créatrice, influenceuse, ce que je dois faire en tant que maman, ce que je dois faire en tant que meuf d'eux, en tant que copine, tu vois, de tous mes potes, en tant que fille d'eux. Tu vois, je me sens vraiment très souvent étouffée, en fait, tu vois. Et à côté de ça, quand je suis avec mon fils, tu vois, c'est pas que tout est balayé, mais pas loin, parce que c'est un bonheur et que c'est un bonbon d'amour, quoi. Mais le postpartum, les gens disent que ça dure le temps d'avoir ton retour de couche. T'as Anna Roy, qui est une sage-femme méga connue maintenant, qui dit que le postpartum dure 3 ans. Il y en a qui disent 9 mois. Enfin, tu vois, déjà, même ça, on ne sait pas. Tu vois, même ça, c'est pas clair. Je sens que petit à petit, moi, ce rôle de mère, je commence à le kiffer et que j'aime ça aussi. Tu vois, mais depuis toujours, j'aime. Enfin, depuis que mon fils est là, hein, j'aime ça. Mais je sais pas comment dire, en fait. C'est tellement perturbant et paradoxal et vertigineux et magnifique. Enfin, t'es dans des montagnes russes en permanence, tu vois. C'est de la permanence Maintenant, on commence à s'habituer, tu vois. C'est plus un nourrisson, un nouveau-né où on est apeuré de la moindre truc et tout. Mais c'est dur. Franchement, franchement, ouais, c'est ce que je te dis, je me sens mal heureuse. Et ça me rend triste, tu vois, ça me rend trop triste parce que même ça, je culpabilise. Même ça, je me dis, mais d'où t'es pas heureuse, frère? Genre, d'où, tu vois, t'as accouché, t'as un enfant magnifique, d'où tu te plains? Tout me traverse tout le temps, tu vois, je suis traversée par plein d'émotions en permanence. L'émotion de, ok, il faut que je travaille, mais est-ce qu'il faut ou est-ce que j'ai envie? Ok, il faut que je range ma maison. Enfin, je sais pas comment me dire, je me sens dans une prison dorée, tu vois. Et en même temps, ça me saoule de me plaindre parce que, en vrai, j'ai un métier plutôt cool, j'ai un appart cool, j'ai une famille trop cool. J'ai des potes cool, enfin tu vois, mais c'est la charge mentale en fait. Tu vois, il y a aussi ce truc de la, en tout cas que nous on vit, c'est qu'on est vachement, il va peu à la crèche parce que c'est un choix, parce qu'on bosse de la maison, donc on a envie de profiter de lui et de le voir grandir. En même temps, c'est saoulant parce que du coup, on peut moins travailler. Ouais. Mais en même temps, tu vois, nous on est très à l'écoute de ses émotions, on a très envie qu'il apprenne à se découvrir, dans la motricité libre, dans machin, etc. Et même ça, c'est une charge mentale, tu vois. Oui, C'est un oui. truc tout con, mais on pourrait avoir, c'est un exemple vraiment tout bête, on pourrait avoir un parc, tu vois, et le mettre dans un parc, on en a un d'ailleurs, hein. On l'a utilisé 1 fois 2 jours, parce que ça nous facilitait un peu, tu vois, au moins on n'a pas besoin d'être derrière lui tout le temps. On ne le fait pas, parce qu'on a envie qu'il se sente libre. Donc il y a aussi ce truc, tu vois, de l'éducation, de qu'est-ce que tu as envie de transmettre, qu'est-ce que tu as envie de donner, comment tu le fais. Genre, c'est des détails tout cons, mais avec mon mec, on s'est interdit de s'engueuler devant lui, on s'est interdit de dire des gros mots. Et il y a 3 jours, en fait, on a eu une dispute de l'espace, tu vois, comme ça nous arrive genre 1 fois tous les 5 ans. Et il tenait mon fils et j'ai crié et je l'ai insulté, machin, et je m'en suis trop voulu. Alors qu'en fait, ça va, enfin, c'est pas grave, quoi, tu vois. Mais donc, c'est tout ce que tu. Ouais, enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là, en fait, où tu dis, ah putain, j'ai merdé, je suis une mauvaise mère, il va me voir comme ça. Mais comment. Tu vois, c'est une montagne de. J'ai l'impression que je suis tout le temps, que j'ai tout le temps la tête juste en dehors de moi et que je peux me noyer à n'importe quel moment, quoi. Donc, en fait, c'est sûr que quand je te donne un tableau comme ça, tu dis, pas ouf. Et en même temps, tu rencontres mon fils, c'est un bonheur, quoi. C'est franchement, Ouais. il est incroyable. Et puis c'est vrai que maintenant, je me suis un peu passionnée par la parentalité, tu vois. Maintenant, c'est un sujet qui m'intéresse vachement. Et avec Caroline de Fédono, maintenant, on est devenue une proche, j'en sais rien, mais en tout cas, on sort un peu, tu vois, de l'accompagnement et tout. Et on parle vachement, et j'échange vachement avec des nanas, tu vois, sur l'éducation positive, sur l'éducation, sur la nutrition, sur plein de trucs, parce que ça me passionne. Parce que j'ai envie de lui donner le mieux du monde, enfin, comme tous les parents, hein, mais le mieux du monde de ma vision des choses, tu vois. Audrey Lieuteau, fondatrice de Mon Petit Bikini, cofondatrice de NHLT, influenceuse et maman d'un petit Pablo. Mon ex-mari était à son compte également. Ah, comme donc toi. en fait, ouais, pas de congé parental. Et lui aussi, c'est pas du tout comme moi, pas organisé pour. Maintenant, quand je vois des gens où le papa a un congé parental, ça se fait de plus en plus et accompagne la maman au moins les premières semaines. Je trouve ça génial. Moi, ce qui a été très dur, c'est que j'étais encore à l'hôpital et mon ex-mari, en fait, travaillait. Alors que j'étais pas sortie de l'hôpital. Je crois qu'il a pris 1 jour. Donc voilà, ça, c'était un peu dur. Je pense que si on s'était posés tous les deux 3 semaines, 1 mois à la maison, ça aurait peut-être été moins difficile. Après, voilà, lui, il pouvait pas. Et
et moi non plus. Donc, en fait, on a plus fait, comme on était tous les deux à notre compte et qu'on n'avait pas de congé parental, on se partageait les journées. Donc, c'est-à-dire, lui, le matin, il travaillait de mémoire et moi, l'après-midi, je passais au moins 2 heures au bureau pour régler les urgences. Et quand il ne pouvait pas, je prenais mon fils avec moi au bureau et je lui avais mis un coup fin. Après, la chance que j'ai eue et que j'ai toujours, c'est que je suis mon propre patron. Donc, en fait, quand Pablo est malade, je vais le chercher. Si j'ai envie, quand j'ai besoin de finir plus tôt, je pars plus tôt. Voilà, je gère mon emploi du temps et aujourd'hui, c'est très, très pratique et c'est une force. Alors, au début, ça ne l'a pas été, mais aujourd'hui, c'est trop bien. Et je me demande d'ailleurs comment s'organisent les personnes qui sont salariées. Je me dis que ça doit être très, 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 très dur parce que au final, je m'absente quand même souvent du bureau pour m'occuper de mon fils, aller le récupérer ou les vacances scolaires, par exemple. Fiona et Gilles, heureux parents de 2 garçons. Ce qui est compliqué, c'est la différence d'horaire de chacun. L'horaire de l'école, de la crèche, le tien, le mien, la fatigue, les besoins de chacun, les différents types de repas pour l'un, pour l'autre, pour nous. C'est tous les besoins différents de tout le monde à rencontrer non-stop et ne rien oublier malgré la fatigue. Et ça, c'est parfois le plus compliqué, quoi. Et puis, comme on a des horaires fluctuants aussi, c'était un peu une obligation que l'un et l'autre, on s'occupe de tout. Parce que si l'un travaillait jusque très tard, l'autre devait savoir faire les bains, le repas, le coucher, tout ça. Et inversement aussi. Donc, c'est une organisation qui devait switcher de parent en parent par obligation, en fait. Il y a juste quelques tâches spécifiques qui sont à l'un à l'autre. Par exemple, Gilles, il s'occupera uniquement de tout ce qui est facture, choses plus liées au budget, etc. Et moi, je gérerais plus tout ce qui est courses, peut-être 2-3 trucs, mais c'est juste 2-3 domaines dans lesquels on ne partage pas, entre guillemets, nos tâches, mais sinon, toutes les autres tâches, on se les partage en fonction de qui est là, en fait. C'est vrai que de manière un peu classique, enfin, je sais pas, mes parents, c'était comme ça. C'est que moi, je m'occupe plus de tout ce qui est facture, économie, on va dire, enfin, économiquement, de notre ménage. Et toi, c'est vrai que les courses et quand même, on va dire, tout ce qui est lié aux enfants, tu gères plus quand même. On va dire les rendez-vous médicaux, ce qu'il faut préparer à l'avance pour eux, l'agenda des enfants aussi, de voir pour les vacances, etc. Ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus toi qui gères. Il faut bien dire que tu t'occupes plus de choses comme ça par rapport à moi. Après, ce qui est vrai, c'est que Fiona, des fois, elle bosse le week-end. Elle a aussi ses cours. Donc, du coup, il se fait que je me retrouve des fois les week-ends avec les petits. Et puis voilà, quoi. Je sais faire pareil qu'elle, quoi. Ouais. Ça, c'est pas un souci. On ne va pas dire qu'on est interchangeables, mais presque. On Ouais, va faire les choses 2-3 différemment, mais on va les faire tous les deux. Ouais. Alors, je ne sais pas si je peux dire à des équilibres, mais en tout cas, une répartition des tâches qui fait qu'elle a plus de choses à faire par rapport aux enfants par moment. Mais c'est aussi parce que... C'est pour l'instant. Pour l'instant, elle travaille à mi-temps, et moi, je travaille à temps plein, et que je travaille beaucoup. Et que c'est vrai que j'essaye franchement un maximum, même quand je reviens, ou de revenir plus tôt de la maison, de m'occuper un maximum des enfants, du ménage. Enfin, voilà, quoi, je veux dire... Ouais. Le plus possible, mais forcément avec ce truc de temps plein et de mi-temps, elle a des trucs à faire parfois par rapport aux enfants, ça c'est sûr. Essayer de faire les repas à l'avance, là il y a déjà tous les légumes qui sont prêts pour ce soir, faire les courses en ligne, tout livrer à la maison, les linges, tout arrive à la maison directement pour qu'on ne doive pas aller avec les deux faire les courses parce que c'est horrible. Avec les deux petits dans le chariot, c'est impossible. On l'a fait une fois, plus jamais, alors qu'on était à deux. Bon, alors que nos parents, ils le faisaient, hein, remarquez, hein, mais c'est vrai que nous, on fait... depuis qu'il y a les livraisons, c'est quand même vachement plus simple. Et puis un truc tout con que toi, tu as mis en place, c'est bête, mais par exemple, anticiper tous les habits, quoi. Genre, la veille au soir, tu anticipes tous les habits pour que le matin, ça te paraît efficace. De les habiller d'un coup et puis après voilà quoi, on sait que le matin maintenant tout est très organisé quoi. Il y en a un qui va faire les biberons pendant que l'autre va chercher les enfants, l'autre fait les tartines pendant que l'autre donne les soins
que ce soit les vitamines, etc. aux autres. Enfin, un truc pratique qui marche plutôt bien. Tu as les calendriers sur ton iPhone partagés, on va dire. Alors, à chaque fois que tu as un truc, enfin, nous, que ce soit du boulot, donc un tournage, les dates, des stages des enfants, les vacances, les cours de Fiona, son boulot. Et donc, du coup, le fait d'avoir tout sur un calendrier électronique, alors du coup, c'est beaucoup plus facile à gérer au quotidien les horaires en sachant, ah bah ok, je ne vais pas prendre un tournage à ce moment-là parce que je sais que Fiona travaille jusqu'à 20h et donc il faut que j'aille chercher les enfants ce jour-là. Enfin voilà, quoi. Si l'un fait quelque chose, l'autre fait l'autre truc qu'il faut faire, quoi, pour que ça aille plus vite. Daniela Martins, auteure, influenceuse et maman de 3 enfants. C'est que cette nuit, je le suppliais de me laisser dormir. Mais vraiment, tu vois, je le suppliais. T'es à bout, tu lui dis, alors que le gamin, il a 1 mois et demi, il comprend rien. Et c'est très violent. C'est pas ces belles images tout le temps. Et en fait, quand j'ai commencé à parler de tous ces moments difficiles et tout, moi, c'était carrément pour retrouver du réconfort. En mode, eh oh les gars, il y a comment en fait, tu vois, en mode, allô, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'avais de plus en plus de messages pour me dire, oh, mais mon Dieu, merci de parler de ça, mais moi aussi. Et aujourd'hui, on en parle de plus en plus, grâce à des personnes comme toi et peut-être comme moi aussi, mais heureusement. Mais à 5-6 ans en arrière, quand elle est née, ça, on n'en parlait que très peu. Et puis, je trouve qu'énormément d'influenceuses n'aident pas non plus, parce qu'on ne montre que le bon côté. On montre ce qu'on veut, ça peut te faire culpabiliser, tu vois. Moi, il y a une influenceuse, pareil, je ne citerai pas, mais elle gère de ouf. Et les gamins ne regardent pas de télé au restaurant. Alors moi, je suis là, mais tu vois, moi, j'ai essayé. J'ai essayé au début, tu vois, avec Eléa, ouais, c'est hors de question. Mais j'ai lâché l'affaire à un moment donné quand c'était trop galère. Et pareil, le fait maison et la cuisine et la maison toute propre et les activités et tout. Et toi, tu es là, tu te dis, enfin, tu vois, je vois ça et j'ai envie de me désabonner. Tu vois, je me dis, moi, je trouve que c'est hyper culpabilisant, tu vois. Juste avant que je clique sur le lien pour l'interview avec toi, j'ouvre un MP comme ça par hasard, parce que j'en reçois plein tout le temps et je ne peux pas tous les ouvrir, donc parfois j'ouvre comme ça. Et j'en ouvre un qui dit mot pour mot, mais pourquoi tu ne le laisses pas pleurer? Et en fait, j'ai une bouffée de chaleur, parce que de une, tu le culpabilises, c'est en mode genre, mais c'est simple, laisse-le pleurer. Et en mode un peu en colère, tu vois. Et je lui dis, mais il est tellement petit, tu vois. Est-ce que je dois vraiment te répondre pourquoi je ne le laisse pas pleurer? Il n'a même pas 1 mois et demi, tu te rends compte? Enfin, tu vois, que tu le laisses pleurer parce que tu es à bout et que vaut mieux ça que d'avoir un geste violent. Je te dis, mais 1000 fois. Mais le laisser pleurer comme méthode éducative, non. Je ne citerai pas l'auteur parce qu'elle est très connue. Hein. C'est quelqu'un de connu qui a écrit un livre sur la maternité. Et en fait, je t'assure, j'ai lu ce paragraphe-là, j'ai fermé le livre. Je n'ai pas pu continuer à lire la suite parce que pour moi, ça ne servait à rien que je me fasse du mal, entre guillemets, parce que je trouve que c'est une pression de fou de dire ouais, les gars, vous venez d'accoucher, tu morfles les nuits, mais il ne faut quand même pas oublier le couple parce que c'est super important. Donc, pensez à être jolie. Mais les gars, c'est vraiment pas la priorité. Et le mec, s'il tient qu'à ça, si le couple ne tient qu'à ça, pense qu'il n'est pas basé sur des choses réelles, pas possible. Si ça tient qu'à ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Donc, ça soit beaucoup plus fort que ça. Et en fait, je me suis rendu compte aussi en lisant d'autres livres, parce que c'était important aussi de voir ce qui se faisait un peu, parce qu'écrire sur la maternité, c'est vu et revu, on ne va pas se mentir. Et pour moi, c'était important de voir, OK, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait ce que j'ai fait, mais je ne voulais pas encore parler de la maternité en donnant des trucs scientifiques, en parlant de ah voilà comment on se sent aux 3 mois de grossesse, à 6 mois. On s'en fout en vrai, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà assez d'applications comme ça et c'est pas ce que je voulais faire. Je sais pas pourquoi on essaye autant d'embellir la maternité, comme par exemple les fameux, et j'en parle pas dans mon livre et je regrette un peu, les trucs d'impulsion. Tu vois, j'en parlais récemment et c'est hyper commun. Et ça, j'en parlais avec une psy comme si c'était mais mon Dieu, tu ne peux pas penser ça de ton enfant. Tu peux pas avoir ces visions envers ton enfant.
parce que c'est mal, mais c'est très commun. Personne n'en parle parce que c'est genre, oh là là, mais enfin, je sais pas. Et en fait, je sais pas pourquoi on veut autant embellir la maternité, parce qu'il y a plein de choses, évidemment, que ça te change, évidemment que c'est énormément de bonheur. Et en fait, pareil, à chaque fois que tu dis quelque chose de négatif, il faut limite que tu dises, je l'aime, évidemment que je l'aime plus que tout. C'est comme si tu as besoin de te justifier. En fait, on ne devrait même pas le préciser, tu vois. On ne devrait même pas le souligner parce que c'est normal que tu l'aimes plus que tout. Pierre, plus connu sous son pseudo Ma vie de papa gay, influenceur et papa de 3 girls. On rentre en France, comme je disais, on arrive en plein moment de Noël, donc toute la famille, la belle famille qui débarque, donc ce que je comprends totalement. Mais c'est vrai que toute notre organisation, de nos rituels de minuit, 5h, 5h10, tout ça n'existe plus en fait. Nous, on est là, on est censé préparer à manger pour le repas de Noël, quoi. Et c'est le cadet de mes soucis à ce moment-là. Et en même temps, je me dis, si, il faut quand même que j'assure pour ma belle famille, Romain aussi. Bon, pour le coup, ils nous ont un peu aidés. À l'époque, on habite dans un appartement, donc on dort avec nos filles. On laisse notre chambre à ma belle famille. Enfin, c'était un peu étrange quand même. En fait, on était fatigués. Vraiment, c'est vraiment le mot qui ressort, c'est la fatigue. Et en fait, on n'est pas organisé justement. On n'arrive pas à avoir cette organisation puisque on est dans un moment de l'année où même en temps normal, on n'a pas d'organisation plus que ça. Donc là, avec les enfants, la belle famille et tout, c'était compliqué. Et puis, la reprise du travail qui pointe le bout de son nez et moi qui me dis, bon, ça y est, il va falloir que je retourne au travail et que je prenne un nouveau rythme. Donc au niveau organisation, c'est compliqué pendant 1 mois et demi, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive au boulot, on m'attend depuis plusieurs semaines et on attend à ce que je sois aussi efficace qu'il y a plusieurs semaines, alors que moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je n'ai pas envie de travailler, hein. Concrètement, c'est ça, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'y retourner, j'ai envie de rester dans mon cocon et les gens comprennent pas. Alors bien sûr, j'ai les félicitations, les petits cadeaux des collègues et cetera, c'est adorable, mais moi, si tu veux, la réunion à 14h pour parler de la machine à café, j'en ai rien à faire. Et donc ça m'enfonce dans une petite déprime. Honnêtement, à ce moment-là, je me sens alors j'ai pas été diagnostiqué en dépression parce que et je ne pense pas, mais en tout cas, j'ai vraiment vécu une phase de petite déprime où, voilà, je voulais pas aller travailler, je comptais les heures vraiment à me dire: «Mais quand est-ce que ça va se terminer cette journée?» Je voulais juste rentrer chez moi, profiter de mes enfants, de mon mari et retrouver ce confort-là et pas, être au travail. En plus, à ce moment-là, où je travaille avec des personnes en situation de handicap social et ça ne me parle pas à ce moment-là. C'est horrible parce que ça ne me parle pas. Ah, Alors tu dans ta bulle, quoi. je reste, professionnel et je vais jusqu'au bout de ce que je fais évidemment, hein. Je laisse, pas tomber les personnes, pour qui, que j'accompagne, mais ça ne me parle pas, quoi. Ça n'a aucun sens à part le fait d'avoir un salaire à la fin du mois et je veux me retrouver chez moi. Puis en plus, on a vraiment le côté bon, en fait, pendant 9 mois, enfin même pendant 2 ans, depuis le début de notre, processus, de notre cursus parental, notre parcours parental, en fait, il y a la finalité, c'est la naissance et en fait, on est maintenu, on vit pour ça pendant 2 ans et une fois que Ouais. la naissance est là, enfin, les filles sont là et on a plus ça, on a comme on se dit: «Mais c'est quoi qui va nous tenir?» à part le fait d'élever nos enfants le mieux possible, donc c'est ça qui nous tient évidemment, mais on se dit: «Bah, voilà, on a surinvesti cette grossesse pendant 2 ans et voilà, ça y est, c'est fini». Après avoir eu des jumelles, franchement, ça m'a paru mais tellement facile, en Ouais, fait. ouais, c'est ce que je me Alors, dis. il y avait quand même ce côté fatigue évidemment, hein, avec le voyage et cetera, mais alors tu vois, cette fois, j'ai dormi avec ma fille, j'ai fait du cododo, Cododo? je l'avais pas fait du tout pour mes grandes, donc déjà je dormais un peu plus. Je me souviens, je préparais même le biberon, enfin tout à côté du lit, j'avais juste à faire tac tac, hop, je donnais, hop, je me rendormais. Alors évidemment, j'avais tout ce qu'il faut pour pas qu'il y ait de problème avec le cododo. Il faut quand même rappeler qu'il y a des accidents qui arrivent, à cause de ça, hein. Donc nous, là, on avait vraiment, pris vraiment nos précautions, puis on dort pas vraiment de la même façon quand même. Mais ouais, au niveau organisation, ça m'a paru mais tellement simple. En fait, on a toujours été très proches avec Romain et en fait, ça nous a rendus, je peux même pas dire encore plus proches puisqu'au final, on était déjà, beaucoup, mais en tout cas, ça nous a pas séparés, il y a pas eu de baby clash. On a été très, dans l'accompagnement mutuel, en fait. Je me souviens justement quand j'ai repris le travail, heureusement qu'il était là parce qu'il me soutenait et chapeau à lui parce qu'il me soutenait et en même temps, il gérait, le quotidien avec les enfants et après, quand il a repris le travail et que lui s'est retrouvé dans cette position un peu compliquée, je l'ai soutenu. Ouais. On était vraiment, complémentaires. Bon, la Forcément, il y a fatigue, ouais. la fatigue, il y a le changement, on se fait plus, le petit ciné, comme ça, en sortant du travail vite fait, le ticket resto, la petite soirée, hop, on va chez les potes, machin. Évidemment, on le sait, on a conscience aussi de ça. Maintenant, heureusement,
on a beaucoup de chance d'avoir, pour le coup, c'est plutôt nos familles présentes. En plus, ma famille habite vraiment à quelques kilomètres, donc très présent. Et ils nous ont aussi aidés à tout ça. Alors, on ne voulait pas laisser nos enfants tout de suite, mais quand on s'est senti prêt, après, ensuite, on n'a pas hésité à les laisser pour une soirée, pour qu'on puisse sortir, pour un petit week-end dans la suite, etc. Une maman qui souhaite rester anonyme, maman de 2 enfants. Mon mari, lui, a recommencé une activité d'indépendant et a commencé à s'absenter 3 jours par semaine. Il a pris les 4 semaines. Il a pris une première semaine, ensuite il avait retravaillé, mais tout en étant en télétravail. Donc voilà, ça me permettait d'avoir un peu d'aide aussi. Genre, je lui confie bébé 5 minutes pour aller prendre une douche. Clairement, oui, il faut plus de temps. Après, là, bon, on est passé à 4 semaines. C'est déjà, on va dire que c'est tant mieux. Mais voilà, 4 semaines, c'est quand même pas suffisant parce que c'est pas au bout de 4 semaines que tout roule et que voilà, enfin surtout pour un premier en fait. Au début, il était chez la nounou, donc c'est 3 à 8 mois chez la nounou et ensuite il est passé en crèche à 8 mois. Donc oui, du coup, je me retrouve toute seule Ouais, le soir. la moitié de le la semaine, matin. le soir, voilà. Ouais. Je le prépare, je l'amène chez la nounou, je vais bosser, je le récupère, je m'occupe de lui, je le mets à dormir et après j'ai un peu de temps pour moi. Ok, Encore comment... parce que je suis claquée. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit un peu de temps, c'est-à-dire pour dormir. Parce qu'honnêtement, vu comment ça se passait mal avec mon fils, j'avais... voilà, peut-être que certains trouveront ça horrible de dire ça, mais moi j'avais hâte de reprendre le boulot. Juste pour avoir des journées où j'entendais pas des cris et du coup grosse désillusion encore une fois quand je suis retournée au travail parce que je m'attendais à retrouver mes collègues d'avant, voilà, et ça s'est pas passé comme ça non plus, donc compliqué. Et ensuite mon mari qui repart du coup 3 jours semaine à Paris, l'environnement de travail qui est toujours pas hyper sympa. Oui, moi j'ai besoin aussi de temps seul, sans enfant. J'en ai besoin. Honnêtement, depuis un moment, on avait retrouvé pour avoir du temps pour nous, du temps. Voilà, si j'ai envie de sortir avec mes copines, voilà, j'allais sortir avec mes copines et mon mari s'occupait de notre fils. Il n'y avait pas de souci. Mes parents prenaient mon fils aussi de temps en temps le week-end pour que nous, on ait un week-end en amoureux. Donc oui, on s'autorise ça. Après, je sais que tout le monde n'ose pas. Il y a des parents qui n'osent pas laisser leur enfant, puis il y a des parents qui ne peuvent pas, malheureusement, qui n'ont pas de personnes à qui confier leurs enfants. Nous, du coup, c'est pas notre cas, donc on a cette chance et on se l'autorise. Et on s'oblige à rester avec eux pour rester avec eux parce que c'est ce qu'il faut, entre guillemets. Mais du coup, ensuite, on leur en veut presque parce que Ouais. oui, c'est pas bon non plus. Donc, effectivement, il vaut mieux s'autoriser de temps en temps un peu de temps pour penser à soi, pour mieux ensuite s'occuper d'eux derrière. Lucie, influenceuse, plus connue sous le pseudo Instagram Baby à tout prix, et maman de 3 beautiful kids. Je la gère comme je peux et j'en suis très détachée. Je suis pas du tout quelqu'un de stressé, mais depuis toujours, un même enfant et tout. Je suis pas stressée. Moi, je le dis souvent, je suis mère seule de 3 enfants en couple. Là, il se trouve qu'en ce moment, on vit même pas dans le même département. Donc, c'est sûr que là, pour le coup, en ce moment, je suis toute seule avec les 3. Mais je gère très bien les 3 toute seule. Et c'est même plus compliqué des fois pour moi de devoir partager ça avec lui. Je gère mieux les enfants et même la maison toute seule. Tu vois, je suis trop contente qu'il soit là. Je l'aime trop mais quand il est là, je suis trop contente pour moi, égoïstement, quoi. Je suis trop contente parce que je vais dormir avec mon amoureux, je vais regarder un film avec mon amoureux, je vais être avec mon amoureux, tu vois. Mais je suis pas trop contente parce que je vais avoir moins de trucs à la maison, au contraire. Des fois, c'est un peu plus compliqué, du coup, de faire de réintroduire la personne après. Je parle souvent avec Gaël, lui, ça le fait rire, mais des fois, je lui dis, j'aimerais bien être à ta place pour ça. Après, lui, il a des énormes charges mentales au niveau de son travail. Ah ouais, ça doit être autre chose. En plus, voilà, moi, personnellement, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait, même sans parler du physique, hein, juste psychologiquement. Ouais. Je trouve que c'est un travail qui est hyper intense. Enfin, il y a tellement de tenants et d'aboutissants que n'importe qui, même qui regarde juste le foot, ne peut pas comprendre la pression qu'ils ont et depuis toujours. Mais oui, c'est vrai que je lui dis des fois, c'est dingue. Enfin, il n'a jamais à penser
Et c'est pas possible, de toute façon, c'est pas compatible avec ce qu'il fait, mais je me dis, ça doit être dingue de ne pas avoir à penser à faire les courses, à faire les valises, à faire les rendez-vous médicaux, les machins, les trucs. Enfin, je me dis, c'est dingue tout ce qu'on a à penser quand on est maman, même d'un seul enfant. C'est même pas un seul, quoi. C'est un enfant, c'est déjà beaucoup. Enfin, tu vois, déjà de s'occuper de soi-même, des fois, c'est pas facile. Mais de s'occuper de tout, c'est vrai que tu as tout le temps le cerveau en ébullition. Et des fois, je suis surchargée de travail, j'ai 1000 choses à faire, mais je vais pas être angoissée, je vais pas être là à manger les ongles ou à pleurer ou à pas dormir. Je vais quand même le faire et je vais m'organiser pour que ça le fasse, tu vois. Je sais pas, j'ai pas de situation où je me sens... j'ai pas... Tu t'en pas submergée? Non. Okay. Mais je crois que j'ai toujours été comme ça, même quand j'étais petite. Je me rappelle... quand j'étais plus jeune, quand j'avais, je pense que j'avais 17 ans, j'ai eu un grave accident de la route et j'étais en fauteuil roulant pendant plusieurs mois. Ah oui. Et j'avais l'impression que j'étais celle qui en faisait moins une catastrophe, tu vois. Et j'ai l'impression que j'ai toujours été comme ça. J'arrive facilement à me détacher de la situation et à aller de l'avant. J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, même quand s'est passé mon accouchement assez intense là, pour Noé, quand on me plaint ou qu'on me dit que je suis courageuse ou que je suis forte, alors j'ai pas l'impression de m'être battue pour m'en sortir, par exemple psychologiquement. Je sais que ce soit mon accident de voiture quand j'étais en fauteuil roulant ou mon accouchement là, à la sortie du coma, je sais que les 2 fois ça doit être une procédure. L'hôpital a envoyé une neurologue pour me parler de choc post-traumatique, des choses comme ça, et je me retrouvais pas du tout dedans, quoi. J'arrive à voir clairement le positif, je pense, dans chaque situation. Et avant d'enchaîner sur la seconde partie de cet épisode, j'aimerais remercier Blédina pour son soutien. Nous partageons des valeurs communes et il me semble important de préciser que depuis plus de 100 ans, Blédina contribue à la santé de votre bébé en utilisant des ingrédients sains et savoureux, le tout avec des produits cultivés avec respect et cuisinés avec amour. Il existe plus de 200 recettes pour éveiller les papilles de votre bébé de 6 à 36 mois et permet donc de faire de chaque repas un instant privilégié qui donne à bébé l'envie de découvrir à la fois différentes textures et différentes saveurs. Avec ma première petite box bio fruits et légumes et à partir de l'âge de 6 mois de bébé, vous pouvez démarrer tranquillement la grande aventure de la diversification alimentaire. Disponible en exclusivité sur www.shop.bledina.com. Yesta, ancienne candidate de Koh-Lanta, influenceuse et maman de 2 enfants. La charge mentale, elle est énorme, évidemment, parce que tu as l'impression qu'il faut que tu gères et que tu sois sur tous les fronts. Moi, déjà, c'est maman de 2 bébés rapprochés. Donc, c'est encore quelque chose de différent. Je pense que quand tu en as un, ça doit être différent. Peut-être si tu as 2 filles, c'est peut-être plus calme, c'est peut-être plus différent. Si tu as 2 enfants surexcités, en fait, je pense que c'est impossible de répondre à ça parce que ça dépend de toutes les configurations. Si tu es seule, si tu es accompagnée, si le conjoint il t'aide énormément, s'il ne t'aide pas, s'il est investi. Mais non, je dirais que c'est difficile et je pense qu'on n'est jamais prêt à être parent. Et même quand on est parent, on n'est même pas prêt encore à être parent. Et qu'on apprend chaque jour et qu'on apprendra chaque jour. Je pense que même quand mes enfants auront 20 ans, j'apprendrai encore à être maman. J'ai la chance d'avoir un papa qui est au taquet, qui, avec Benoît, on se divise toutes les tâches à 2 et on travaille aussi à 2, on fait tout ensemble. Donc, c'est vrai déjà que je ne suis pas seule à gérer, je ne suis pas seule à m'occuper des enfants, ni à gérer le travail. On fait vraiment tout à 2 et on divise toutes les tâches vraiment 50-50. Donc, je sais que ce n'est pas pareil dans tous les foyers. Donc, c'est-à-dire que moi, sans ce schéma-là et sans cette organisation-là qu'on a mis en place avec Benoît, je ne pourrais pas faire la moitié de tout ce que je fais. C'est impossible. Avec Benoît, donc, on gère donc les placements de produits, que ce soit les miens ou les siens, parce que lui aussi est dans le milieu de l'influence. Ensuite, on fait les tournages du coup pour Maman est célèbre, qu'on fait chaque semaine. Ensuite, on a lancé du coup une marque de tapis d'évolution pour les bébés et qu'on fait vraiment tout de A à Z, que ce soit le SAV, que ce soit les commandes, que ce soit aller à la poste pour les envoyer. Enfin, on fait vraiment tout, que tous les 2 et à la maison. Et après, il y a aussi beaucoup de déplacements avec des marques, beaucoup d'événements, etc. Donc, en plus de ça, avec les 2 bébés qui sont quand même 2 bébés, vu qu'ils ont 2 ans et demi et 1 an, j'avoue que c'est très, très sport.
Voilà, et même du coup, avec Benoît, on se mettait en conflit l'un envers l'autre, limite, parce que moi, les fois où il y a des moments, il passait des heures au sein, et en fait, il s'endormait, et à la fin, il mangeait même plus, mais c'est juste qu'il fallait qu'il soit là, quoi. Et donc, des fois, quand je voulais enfin me l'enlever pour prendre un petit peu de temps pour moi, et ben, il se remettait à hurler, et Benoît revenait me voir dans 10 minutes et me disait, il faut que tu le reprennes, il faut que tu le reprennes. Et je pétais un plomb, je disais, mais stop, mais il a mangé, stop, là, il a plus faim, c'est pas possible. Et du coup, on se mettait en conflit aussi, Benoît et moi, parce que j'en pouvais plus, quoi. Et en fait, bizarrement, en fait, tu te mets pas l'un avec l'autre pour se soutenir. Et dans ces moments-là, tu te mets l'un contre l'autre. Et c'est ça qui est dommage. Et en fait, quand tu as la tête dedans, évidemment, tu t'en rends pas compte. Mais en plus de ça, tu es du coup un peu contre ton conjoint, alors que lui, il n'y peut rien. Il n'y peut rien non plus. Et puis, parce qu'en fait, tu es énervé. Mais tu ne peux pas en vouloir à ton enfant. Ton enfant, c'est un bébé. Donc forcément, tu mets toute ta colère et toute ta haine, tu le mets sur la seule personne qui peut recevoir ça, et donc c'est ton conjoint. Après, moi, je ne suis pas le genre de mère à m'être oubliée, honnêtement. J'ai besoin de mes moments à moi, personnellement. J'ai besoin de mes moments en couple aussi. Et j'ai besoin de mes moments, évidemment, en tant que maman. Mais je ne me suis pas mise de côté depuis que je suis mère. Et évidemment, le fait de retrouver un corps qui me plaît, de retrouver le corps que j'avais avant, même si on ne retrouve pas forcément son corps d'avant, un corps qui nous plaît, un corps dans lequel on se sent bien, et bien forcément ça fait partie de ça, quoi, et du processus pour se sentir pleinement épanoui, même dans son rôle de mère et dans son rôle de femme. C'était difficile parce que il y a tout ce qu'il y a à côté, quoi. Bien sûr. Et voilà, alors évidemment, même si tu as envie de manger sainement, là, si tu n'as pas le temps, si ton enfant il est en crise, si tu dois faire ci, si tu dois faire ça, et que tu es vraiment, tu n'as pas le temps de cuisiner ou tu n'as pas eu le temps de faire les courses, etc., des fois, tu peux pas faire exactement comme tu veux. Pareil, si tu veux aller faire du sport, tu as prévu que tu allais courir parce que tu as fait un week-end avec beaucoup d'excès. Si ce soir-là, malheureusement, il y a des couacs, il y a des choses qui ne vont pas, etc., tu te mets de côté. Forcément, tu n'es plus la priorité. Ça, c'est certain, c'est ton enfant la priorité. Mais il faut réussir dès que tu as un petit moment qui se libère, à pouvoir prendre ce créneau-là pour prendre soin de soi, quoi. Ça fait partie du bien-être psychologique, et je pense que sans ça, on ne peut pas être pleinement épanoui, même en tant que maman. Aujourd'hui, oui, j'ai trouvé mon équilibre. Aujourd'hui, oui, je pense l'avoir trouvé. Mais par contre, avec le deuxième, avec Adrienne, ça a été beaucoup plus long, beaucoup plus dur de trouver notre équilibre. Alexandre Marcel. J'ai réussi à mélanger pas mal de télétravail au début, parce qu'on était encore en Covid, / en plus ma boîte déménageait d'endroit, donc finalement on était un peu en télétravail forcé, donc j'ai mélangé du télétravail. En plus, Swan est né en août, donc j'étais pendant mes congés. Donc entre ça, le télétravail, les 28 jours, j'ai quand même passé beaucoup de temps avec lui au début, en fait. Et même aujourd'hui, tu vois, j'ai encore 2 jours de télétravail, donc ça me permet d'aller le chercher un peu plus tôt. Donc j'ai eu moins de frustration que pour Ambre, où j'avais eu que, tu vois, 11 jours, et même si j'avais complété un peu avec des congés payés, ça faisait quand même rikiki. C'est pour ça que je m'étais engagé, tu vois, pour l'allongement, parce que je t'avais trouvé ça aberrant, d'ailleurs. J'avais pris 2 semaines après la naissance, j'étais retourné au boulot. J'avais retravaillé, je crois, 2 semaines. Après, j'avais repris le reste de mon congé paternité après en combinant avec des congés payés. Mais du coup, reprendre le boulot au bout de 2 semaines, ça m'a paru aberrant, quoi. À la fois pour ma fille qui était toute petite, j'avais envie d'être présent, tu vois, pour la voir et tout ça. Pour Marianne qui était crevée, j'avais le sentiment de ne pas du tout être à ma place, quoi. On a une organisation qui fait que 2 soirs par semaine, en gros, je m'en occupe tout seul, quoi, jusqu'à ce que Marianne elle rentre. Et m'occuper de 2 petits le soir, en fait, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut que je nourrisse les 2. Lui, il ne se tient pas debout, rien, donc il faut quand même que je m'en occupe. Oh, elle me demande beaucoup, elle m'appelle beaucoup. Donc s'occuper d'un nourrisson tout en devant s'occuper d'un enfant de 3 ans, c'est hardcore, en fait, hein. Et alors, les gens qui en ont 3 ou qui en ont 4, alors là, franchement, je leur tire mon chapeau parce que, tu vois, 2, à la limite, quand les 2 parents sont là, tu es à l'équilibre. Quand tu es à 3 ou 4, ça veut dire que tu es en sous-nombre. Mais tu vois, par exemple, sur cette histoire de nombre, quand on a qu'un, ça veut dire que l'un des parents peut s'occuper du bébé, l'autre peut faire un autre truc. Il peut se reposer ou aller faire du sport ou faire le ménage, j'en sais rien. Là, en fait, on n'a quasiment pas de repos parce que, tu vois, le week-end, si Marianne s'occupe de l'un, moi, je m'occupe de l'autre. Enfin, alors, j'essaie de prendre les 2 de temps en temps, tu vois, le matin, pour aller faire du sport avec les 2. Donc, j'en prends un sur mes épaules, l'autre sur la poussette. Et puis, comme ça, Marianne, elle peut dormir parce que, mine de rien, ses nuits seront plus pourries que les miennes comme elle allait, objectivement. Donc, ça lui permet de se reposer aussi, d'avoir un peu de temps pour elle, tu vois, quand moi, je suis avec les 2 petits. Avec mes enfants, je ne suis pas trop stressé parce que, je sais pas, parce que je me suis investi dès le début, parce que c'est toujours bien passé. Après, il y a eu des énormes moments de stress, hein. Je veux dire, on était à Barcelone, je le raconte dans mon livre aussi. Non, d'ailleurs, je le raconte pas. Non, ça, je le raconte pas, d'ailleurs, je crois pas. Mais ouais, on était à Barcelone et on a cru que Ambre avait un truc et s'est étouffée parce qu'elle est devenue rouge et puis bleue et violette et elle respirait plus.
Et donc là, j'ai vu ma fille mourir sous mes yeux, tu vois, limite, c'était vraiment c'est indescriptible. Et en fait, c'est juste elle était constipée, elle avait un caca de coincé, et en fait, elle poussait super fort. Non, mais je savais pas que ça existait, mais après, on est pas à la pédiatre et qui m'a dit, ouais, il peut arriver ce genre de choses, qu'ils poussent tellement fort qu'ils se mettent à arrêter de respirer, ils ont tellement mal, ils arrivent tellement pas, elle était très constipée. Après, elle a un gros caca super dur qui est sorti, tu vois. Mais sur le moment, j'ai vraiment cru qu'elle avait avalé quelque chose, quoi. T'as des terreurs comme ça, tu vois. Mais au-delà de ces épisodes horribles, je crois il faut faire de son mieux. Et après, c'est dur parce qu'il y a beaucoup d'injonctions sur le fait d'être un parent parfait, tu vois. Bon, de moins en moins, c'est en train un peu de se casser, tu vois, avec des livres qui sortent, avec des gens qui prennent la parole sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais ouais, c'est pas. On vit une époque où, en fait, on vit une époque où il y a tellement de sources d'informations et tellement de. Il faudrait faire que les pédiatres qui prennent la parole, il faut. Tu vois, pas de télé avant les 3 ans, il faut le faire dormir comme ci, il faut le faire dormir comme ça, il faut l'allaiter le plus longtemps possible, parce que truc, il faut. En fait, il pèse vachement lourd sur les épaules des parents, quoi. Il faut être là présent maximum. Bah ouais, mais en fait, on a des boulots, tu vois. Donc, moi, je suis pas. Ça m'amuse pas de laisser ma fille au périscolaire jusqu'à 18h30 tous les soirs, hein, mais j'ai pas. En fait, on n'a pas le choix, quoi. Quand t'es parent, t'as toujours peur, hein. Tu vois, en ce moment, on est en pleine phase de diversification alimentaire. J'ai toujours peur qu'il s'étouffe. Peut-être parce que aussi j'ai ce souvenir de Rome qui était devenu bleu, mais j'ai toujours peur qu'il s'étouffe. C'est des petites peurs comme ça, des trucs, tu vois. T'as peur qu'il lui arrive quelque chose, toujours, toujours. Et tu vois, s'il a l'habitude de se réveiller 12 fois par nuit et qu'une nuit il se réveille pas, tu te dis il est mort. Tu vois. Ou Ambre qui fait une sieste un peu trop longue, je vais voir. Ah ouais. Tu vois, non mais c'est con parce que je la réveille du coup. Mais c'est des angoisses de parents, je pense qu'on a tous les mêmes. Et c'est comme ça, tu vois. Et puis je pense qu'on en aura pas jusqu'à la fin de nos jours. Et pourtant, t'es pas très angoissée, tu disais au début. Non, je suis pas spécialement angoissé, mais je pense que le jour où elle va être ado et qu'elle voudra faire ses premières soirées, toujours, il y aura des peurs. Tu vois, c'est normal. On les a fait, on les aime inconditionnellement, donc nécessairement, on sera toujours, voilà, c'est normal. Après, j'ai pas peur dans mon rôle de papa, tu vois. J'essaie d'assurer. En fait, j'essaie de me rassurer en me disant, je leur donne un maximum d'amour, je les élève dans la bienveillance, sans violence. Juliette. Mon mec, il fait, hein, tu vois, j'aime pas dire qu'il m'aide parce que non, il fait sa part, il fait son rôle d'homme, machin, et de papa. Mais la réalité est que je fais plus, tu vois. Je fais plus, mais c'est même pas forcément dans la maison, mais c'est que c'est moi qui vais prendre les rendez-vous avec les médecins, c'est moi qui vais acheter la bouffe, c'est moi qui vais penser à ça, c'est moi qui vais faire des comment on appelle ça, je sais plus comment on dit, pour regarder le meilleur siège auto pour lui, enfin, tu vois. Et en même temps, j'adore ça. En même temps, j'adore passer des heures à chercher des fringues, mais ça rajoute. En fait, tu vois, ok, il faut que je fasse ça, attends, machin. Et puis moi, j'ai mon truc à moi. Attends, il y a aussi pour mon chien, pour machin. En fait, ça rajoute, tu vois, beaucoup. Ouais. Et c'est pour ça où, en fait, malheureusement, je m'oublie un peu. Mais en fait, c'est juste qu'on a des rythmes différents, qu'on a des manières de processer les choses différentes. Et qu'en fait, très vite, moi, je peux prendre toute la place et tout faire, et après me plaindre de ça. C'est d'ailleurs ce qui se passe, hein, globalement. Mais comme dans beaucoup de couples et dans beaucoup de familles, mais c'est que moi, j'apprends aussi à lui laisser son espace et à lui laisser sa place et lui laisser son temps, tu vois. Il est plus lent que moi, il est plus lent, il fait pas comme moi je fais, que moi j'estime mieux, forcément. Enfin, c'est normal. Mais c'est là où il faut faire très attention, selon moi, parce que et ça, c'est à moi de travailler là-dessus, parce que c'est un peu le sujet de discorde avec mon mec depuis très longtemps, et ça s'est accentué maintenant. Où en fait il dit mais moi je n'ai pas le temps de faire, tu as déjà tout fait. Entre ce que j'avais projeté de lui en tant que papa et la réalité, elle est assez similaire. C'est un super papa, franchement. Il est génial, quoi. Il est hyper présent, il s'implique vachement, il est très à l'écoute, il passe beaucoup de temps avec lui. Tu vois, lui il passe un peu plus de temps avec lui, moi je m'occupe plus de la maison. Globalement, tu vois, c'est comme ça qu'on a trouvé un peu l'équilibre. Il est génial comme papa, franchement. Il merde à des moments comme moi aussi, mais en fait, on est tellement. On a pas mal parlé quand j'étais enceinte de l'éducation, de ce qu'on avait envie de mettre en place, de ce qu'on n'avait pas envie de mettre en place et tout. Et on est assez raccord avec ça. Tu sais, on dit qu'il y a un genre de baby clash, tu vois, au bout du 3e mois. En fait, mon mec, il a beaucoup, beaucoup de qualités. Vraiment. Je dis pas ça parce que je l'aime, mais vraiment parce qu'il a beaucoup de qualités. Et en fait, il est très patient. Très. Moi, je ne le suis pas du tout. Et donc, ça m'a vachement aidée. Il a pris vachement sur lui
pour tout ce que j'ai vécu dans mon corps, tu vois, parce que je lui fais subir entre des gros guillemets, tu vois, mais c'est pas facile pour lui, tu vois, de voir sa meuf qui est pas hyper heureuse, qui a mal à la tête tout le temps, qui n'aime pas son corps, enfin, tu vois, c'est pas évident. Et c'est un mec très, très patient. Oui, forcément, ça fait bouger des choses, mais en fait, je crois que... Après, nous, on a une histoire particulière avec mon mec, mais en fait, c'est devenu tellement... ça a toujours été évident, mais là, ça l'est encore plus, tu vois, parce que ça se passe trop bien, globalement, tu vois. Oui, il y a des frictions, oui, il y a des trucs où on n'est pas d'accord, et oui, il y a des trucs où je fais plus que lui dans la maison, dans la, mais en soi, tu vois, on a eu un gros clash il y a 2 jours, mais en vrai, ça nous arrive tous les 4 ans, quoi, tu vois. Et oui, on s'engueule comme tous les couples, mais en fait, je pense que ça nous a vachement soudés, je sais pas, mais il y a un truc très sain, tu vois. On a toujours, pas toujours, mais je dirais au bout de 2 ans de relation, on a commencé vachement à s'écouter, à s'écouter, tu vois, se demander comment va l'autre vraiment, à se considérer et tout. Et encore plus maintenant, en fait, tu vois. Là où ça a impacté, par contre, je dirais, c'est que ça a impacté sur la liberté, en fait, tu vois, le matin, tu vois, c'est lui qui gère, j'allais dire son prénom, c'est lui qui gère notre fils, et parce que moi, j'ai besoin de dormir. Et en fait, hier, il m'a dit, putain, mais en fait, j'ai besoin de me réveiller quand je veux et de glander si j'ai envie toute la journée. Et ça, c'est parce qu'on est devenus parents, tu vois, que c'est devenu compliqué. Ça a impacté donc cette liberté-là, ça a impacté un petit peu la sexualité quand même, tu vois, parce que moi, je suis pas encore complètement revenue, tu vois, dans ce truc de désir et de libido, mais c'est même pas en rapport avec lui, hein, tu vois, c'est juste moi et moi, quoi. Ouais. On fait moins de choses qu'avant, mais en même temps, quand on fait des choses, on en profite plus. On en a encore parlé hier, pas que de ça, mais de tout ce que je vivais en ce moment. Et il m'a dit, je peux pas t'en vouloir. C'est pas de ta faute, en fait. C'est pas de ta faute. Je peux en vouloir à personne. Et je suis juste patient et j'attends. Et voilà. Et en fait, pour lui, enfin, on s'aime, tu vois. En fait, je veux dire, demain, on se sépare, on sera liés à vie parce qu'on a un enfant. Je pense qu'on peut clôturer la partie des témoignages de parents avec un extrait du roman La couleur du miel, lu par l'auteure elle-même, oui, Delphine Maharec, qui m'a fait le plaisir de lire des extraits de son livre exclusivement pour toi tout au long de cette série. Ton père est une maman comme les autres, doux et colérique, gentil et autoritaire, patient et pressé, zen et stressé. Il a ses hauts et ses bas, il soigne autant les bobos, il aime autant t'embrasser et te câliner. Il tuerait si quelqu'un touchait à l'un de tes cheveux bouclés. Ton père m'a montré que les mamans n'ont pas le monopole de l'amour ni de l'instinct. Il ne t'a pas porté, il n'a pas eu d'épisio, mais il a supporté tous mes craquages, il a tenu ma main à chacune de mes nausées, il m'a écouté quand j'étais bouleversée, il a vu rouge quand mon accouchement s'est éternisé, il a passé les 10 premières secondes de ta vie collé à toi, avec des larmes pudiques dans le coin des yeux, et il passera le reste de sa vie à marcher derrière toi, même quand on sera vieux. Ce que la Dream Team professionnelle nous dit. Dino, cofondateur de WeMoms et New Dad de Jumeaux. Tu le sais, quand tu mènes des projets entrepreneuriaux, quand tu as une vie sociale qui est animée, tu cours déjà après le temps. Et là, tu as ces petits bébés qui arrivent, d'autant plus les jumeaux, c'est pas une entité jumeau, c'est 2 personnes. Et donc, il faut que les 2 aient accès à ton temps, accès à tes émotions, accès à tout ce que tu vas développer avec un enfant seul. Et donc, de réussir à gérer ton temps pour faire en sorte de continuer de développer ton activité, de continuer d'avoir la vie qui était tienne avant et tout en allouant tout le temps que tu dois leur allouer, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et tout ça en voulant préserver ton couple, donc en voulant préserver des moments avec ta femme, c'est pas facile. Et donc, je pense que le temps, la gestion du temps, l'organisation du temps est le principal changement, bouleversement et challenge que je mène depuis 4 mois, parce qu'ils ont 4 mois aujourd'hui. Mais tu vois, maintenant qu'on le vit et maintenant qu'on est là, je pourrais pas revenir en arrière, quoi. C'est eux, c'est ces 2-là, et je veux pas d'autres histoires, d'autres expériences et d'autres familles que celles qu'on est en train d'avoir et qu'on est en train de développer. Karine, CEO de Quantique Mama, ancienne sage-femme, doula, podcasteuse et co-CEO de l'école Quantique. Je pense que maintenant, j'ai trouvé un air d'aller. Puis, tu sais, je suis encore en train de le peaufiner, mais, tu sais, moi, je ne travaille pas les week-ends. Tous les week-ends, j'étais avec mes enfants. Après 4 heures, tout est fini. Je reviens le lendemain. Idéalement, je travaille 4 jours semaine. Des fois 5, mais idéalement, moi, je vise 3 parce que là, je peux. Parce que là, maintenant, j'ai une équipe. J'ai plus que Marielle. J'ai une équipe qui m'aide. On est... Je sais pas, attends. En tout cas, là, il y en a une qui vient de partir en congé maternité, mais j'ai quand même quelques membres dans mon équipe.
j'ai une partenaire avec l'école quantique. Je n'ai pas ouvert l'école quantique tout seul. C'est Mélanie qui est ma partenaire. Donc, on la dirige ensemble. Et moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir un équilibre là, avec ma présence envers mes enfants, puis ma présence envers ma business. Puis, Martin, là, j'ai dit, il travaille, c'est exceptionnel, mais là, tu vois, en ce moment, il est avec Emrys. Là, parce qu'on n'a plus nounou, c'est lui. Donc, nous, on a fait le choix qu'on avait un parent à la maison. Martin, il a toujours été à la maison. Il y a eu des moments où il travaillait, mais c'est parce que nos 2 enfants allaient à l'école, par exemple. Mais tu vois, Emrys, là, il reste 1 an avant qu'il aille à l'école. À 4 ans, il va aller à l'école à sa sœur. Donc, pour la prochaine année, on va avoir une nounou avec nous. Là, c'est juste que là, elle est partie, la nounou. Parce que les nounous, souvent, ils restent 6 mois, puis après, ils repartent faire leur vie. Elles sont jeunes, elles ont 22, 23 ans, puis elles ont aimé l'expérience, mais là, elles sont prêtes pour la prochaine. Fait que là, on est dans une transition entre nounous, mais on va trouver notre prochaine perle, puis Martin va pouvoir reprendre un peu ses trucs. Mais nous, notre solution qu'on a fait, c'est d'avoir... Le choix qu'on a fait, c'est d'avoir toujours un parent à la maison. Okay. Donc, si ce n'est pas Martin, c'est moi. Donc, tu sais, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça votre équilibre, en tout cas. C'est ça notre secret. Puis tu sais, là, ça va. Là, tu sais, on a une certaine aisance. Tu sais, ça va bien. Mais pendant des années, là, on a choisi de vivre pauvrement pour avoir cet équilibre. Donc, c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix, oui. Tu sais, c'est vraiment... pour moi, c'est non négociable. Donc, tu sais, quand tu parlais d'allaitement tantôt, pour moi, c'était non négociable de faire la parentalité proximale. Donc, de choisir d'être entrepreneur, c'était une liberté d'être à la maison, toujours disponible pour chaque tété. Alors, comment je vais construire ma business autour de cette priorité-là? Et oui, bien sûr, il y a des semaines de lancement, etc., tu sais, des semaines où tu fais comme des heures un peu plus folles. Mais la vérité, c'est que je suis toujours chez moi pour 5 heures maximum. Mais à un moment donné, si tu veux rester entrepreneur, il faut que tu mettes ton équilibre, ta famille en priorité. Et tu sais, c'est toujours quelque chose que je dois me rappeler. Parce que c'est facile quand tu aimes ce que tu fais. Moi, j'adore ce que je fais. Je pourrais faire ça non-stop puis oublier que je suis une mère, là. Tu sais. Et il y a eu des moments, quand j'étais, surtout dans les premiers mois après que j'ai repris après Sévan, quand il est parti, j'avais pas envie d'être une mère, là. J'avais juste envie de travailler. Parce qu'à chaque fois que je revenais chez nous, ça me rappelait qu'il manquait quelqu'un. Alors que quand je travaillais, ben, tu sais, ça allait, là, j'y pensais pas trop. Donc, à chaque fois que je passais du temps avec mes enfants, j'étais dans ma douleur qu'il en manquait un. Mais là, tu sais, maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est comme, à chaque fois que je retourne mes enfants, tu sais, j'essaie de me dire, OK, là, tu touches pas ton téléphone, tu le regardes pas, puis, tu sais, la prochaine fois que tu regardes ton téléphone, c'est quand il dort, tu sais. Puis, bon, je suis humaine, là, j'avoue que des fois, je vais à la toilette, puis je regarde mon téléphone, ou tu sais, je le regarde en passant, ou des choses comme ça. Mais mon mantra, mon objectif, c'est quand même que quand j'étais avec mes enfants, j'étais avec mes enfants, puis je suis pas sur Instagram ou à checker mes mails ou mon WhatsApp, ou etc. Charline, sage-femme et influenceuse. Je pense qu'il faut le faire avant l'accouchement, se poser en couple et se dire concrètement comment on imagine notre retour à la maison. Comment on imagine la période où on est tous les deux en congé parental. Comment on imagine la période où il y a la personne qui a accouché qui est toujours en congé et l'autre coparent qui a repris le boulot. Et en fait, mettre des mots, parce que franchement, le débat à 3h du mat de « ça me paraissait évident que c'était toi qui », bah, n'empêche que c'est quand même vachement plus évident quand on le dit. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir des discussions quand on a dormi. Et en l'occurrence, en postpartum, on ne dort pas beaucoup. Donc, c'est bien d'avoir ces discussions avant. Non, mais ça paraît évident quand tu le dis. Mais oui, bah, ça me paraît évident. Et d'ailleurs, souvent, je vais te donner un exemple que je donne en prépa à la naissance. Donc, moi, j'ai beaucoup de couples qui viennent en prépa en couple. Et donc, je leur dis, bah, comment vous imaginez les nuits ? Là, voilà, vous êtes un couple qui souhaite allaiter. Comment vous imaginez les nuits ? Donc, souvent, la mère dit, bah, moi, comme j'allaite, c'est moi qui vais me lever. OK. Et du coup, quand est-ce que vous dormez vu que vous allaitez également la journée ? Et là, elle se dit, bah oui, en fait, si c'est moi qui fais toute la nuit et que c'est moi qui fais le jour aussi, bah, quand est-ce que je dors ? Et en fait, il y a des choses qui sont évidentes, mais que quand on le dit. Non, mais c'est génial. Donc,
il faut le dire. Et après, de là, il y a plein de techniques. C'est vrai que comme je rencontre beaucoup de couples, j'ai déjà entendu plein de choses. Par exemple, s'il y a l'un des membres du couple qui est plutôt couche tard et l'autre couche tôt, et ben, on va pas se coucher en même temps. Si moi, je viens d'accoucher, que j'allaite et que je suis plutôt couche tôt, et ben, je sais pas, à 20h30, je suis au lit. En plus, souvent, c'est le moment des pleurs du soir, donc c'est très bien. Tu fais un câlin aux coparents. Et quand c'est l'heure de manger, eh bien, hop, le coparent me l'amène dans le lit. Moi, je suis allongée, je donne à manger. Et quand c'est à nouveau a besoin de câlin ou de changer les couches, c'est pas moi qui me lève. Et le simple fait de rester allongé, et bah, c'est déjà du repos de prix. C'est le but des conseils, c'est pas de se dire on va faire comme ça et notre couple ça va être super bien parce qu'on a suivi les conseils de Charline. Pas du tout. Le but des conseils, c'est plutôt des réflexions, des orientations en se disant au moins on tente un truc parce que clairement dans le postpartum, tenter de faire quelque chose et mettre des mots, c'est déjà juste prendre une direction. Et donc finalement, comme un cap en bateau, si au début, je dis ça, je ne navigue pas, mais comme n'importe quel cap, si au début tu prends une déviation juste de 1%, in fine, selon la durée du trajet, eh bien, la destination peut être foncièrement différente. C'est clair. Donc, le conseil, c'est vraiment juste une direction. On ne prend pas directement le virage à 90, mais finalement, cette direction, elle nous amène autre part, sans pression. Franchement, la majorité des réponses, c'est hyper banal ce que je vais dire. Je vais dire la majorité des réponses, elle est déjà en nous, mais c'est vrai, c'est juste se redonner confiance et se dire, en fait, si j'observe mon bébé, si j'observe le rythme de notre couple, si j'observe ce dont j'ai envie et ce dont j'ai besoin et que je donne de l'attention à ces choses-là, que j'en prends compte, en réalité, j'ai beaucoup de réponses. Mais souvent, je n'en prends pas compte parce que je me compare aux autres et je me dis que les autres font différemment, mais en fait, les autres n'ont pas les mêmes besoins que moi. Donc, c'est une erreur d'aller chercher tout le temps en extérieur les réponses. Nous, notre rôle en tant que soignant, quand on accompagne, c'est pas de donner Alors, il y a des choses où c'est des grandes vérités sur des pathologies, mais si on parle de rythme de vie, j'estime qu'être un bon soignant, c'est de savoir poser les bonnes questions pour adapter les réponses, en fait, à la personne qui nous parle. Audrey Ndjavé-Sulpizi, infirmière clinicienne, fondatrice des centres périnataux Happy Mum and Baby, auteure et maman de 3 enfants. Pour réussir à s'organiser et à diminuer sa charge mentale, il faut déjà la vivre. C'est-à-dire que du coup, il faut passer par là parfois. Il faut être dans des situations inconfortables pour trouver du confort quelque part. C'est-à-dire que si on arrive à un moment donné en tant que femme, en tant que parent, en tant que famille, à ne plus se retrouver, je veux dire, à avoir trop de choses dans la tête au point qu'on se perde, en fait, qu'on n'existe plus au milieu de tout ça. Je pense, faut recentrer, il faut devenir sa priorité, il faut recentrer les choses et puis il faut mettre la barre un petit peu bas, en fait. Je pense que beaucoup mettent la barre très haute et donc se mettre une pression de dingue pour, je sais pas moi, tenir leur maison parfaitement, faire à manger santé, parce que faire à manger santé, je veux dire, à manger bon pour la santé, ça prend du temps. Je veux dire, on essaye de se faire une liste, c'est quoi ma priorité aujourd'hui et je focus sur ma priorité. Tout ce qui est secondaire, tout ce qui finalement n'est que image, tout ce qui n'est pas essentiel à mon bien-être, je le mets de côté en fait. Je le mets de côté. Et si tout ce que je fais est essentiel à mon bien-être, et dans ces cas-là, je m'organise en fait. Je m'organise. Tout ce qui est écrit n'est plus dans la tête, déjà. Donc en fait, tout ce que vous allez déposer sur papier n'est plus dans la tête. Mais en même temps, tu as ce truc de mode, de to-do list, etc. Et tu te retrouves avec des to-do list à n'en plus finir, puis au final, il n'y a plus rien. Donc en fait, il faut vider. Faut vraiment, moi j'invite, je trouve que la maternité est une invitation en elle-même à faire un voyage intérieur à l'intérieur de soi pour apprendre à mieux se connaître ses limites, connaître ses forces, connaître ses points faibles. Donc en fait, on va essayer, selon moi, je veux dire, pour travailler et avancer sereinement malgré cette charge mentale, on va déjà voir qu'est-ce qu'on peut enlever. Puis une fois que c'est fait, on va se recentrer vraiment pour être sa priorité, puis ensuite voir les priorités qu'on a dans notre semaine. Et on avance semaine par semaine. C'est un sujet qui est assez complexe, vaste, parce que, si tu veux, chacune va le vivre d'une manière différente, chacune va avoir une charge différente, mais ce qui revient souvent dans ce que j'accompagne, parce que du coup, dans les coachings de développement maternel, on est vraiment sur des barres qui sont placées très, très haut. Manque de soutien très souvent, l'isolement,
Donc, on doit vraiment, la plupart du temps, on remanie vraiment tout le quotidien. On remanie toute l'organisation de la maison. Et puis, on se place au centre, c'est-à-dire qu'on booste sa confiance, en fait. On booste sa confiance, on booste son estime. Et c'est vrai que si on sait prendre soin de soi, sincèrement, au niveau charge mentale, on délègue pas mal, quoi. Je veux dire, je suis tout le temps avec mes enfants, moi. C'est juste que déjà, je travaille avec mon mari, donc déjà, c'est différent. Cool. Et après, voilà, après, on n'est pas, je ne me sens pas mal parce que j'ai une nounou 3 fois par semaine. Je me sens même très bien, en fait, parce que je sais que mes enfants ont ce qu'ils ont besoin. Je ne suis pas à la maison avec mon ordinateur en train de bosser, puis essayer de les occuper en même temps et péter les plombs. Non, j'ai une nounou qui vient 3 fois par semaine. Je rentre à 19h et à 19h, je suis pleinement pour eux, en fait. Voilà, je veux dire, chaque chose est segmentée. Et en même temps, si je n'étais pas à cette place-là dans ma vie, je ne serais peut-être pas heureuse. Donc, ça donne quoi d'avoir une famille avec une mère qui n'est pas heureuse parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle aime? Je n'ai jamais eu, si tu veux, la sensation de me sacrifier. J'ai arrêté souvent mes activités pendant 1 à 2 ans pour m'occuper de mes enfants les premières années, mais je n'ai jamais eu l'impression de me sacrifier. J'ai simplement eu l'impression de faire un petit voyage à l'intérieur supplémentaire, de grandir, de me nourrir de ce que j'étais en train de vivre, de faire une pause. En fait, si tu veux, la maternité t'impose une pause finalement. Voilà, pour nourrir en fait ton estime, nourrir ta confiance, et quand tu es prête, tu y retournes. Et j'avais dit, dès qu'Aidan a 2 ans, je reprends les voyages professionnels, et il a eu 2 ans et j'ai repris les voyages professionnels. Il a eu 2 ans en octobre 2017, en novembre 2019, je faisais ma première masterclass à Paris. Parce que je sais que le processus de maternalité, c'est à peu près 2 ans. Je sais qu'il me faut 2 ans pour être, enfin, tu vois, parce que je sais. Donc, je me suis laissée à chaque fois 2 années de pause professionnelle pour justement rebondir. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas perdu mon temps, on va dire. J'ai fait d'autres choses, je me suis nourrie d'autres choses, etc. Et donc, je dis octobre 2 ans, et novembre, je faisais ma première masterclass. Il faut vraiment faire l'exercice d'être sa priorité. Vraiment. Parce que si toi, tu n'es pas bien, les personnes qui sont autour de toi ne le seront pas. C'est-à-dire que les enfants vont sentir que tu n'es pas bien dans ce rôle, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait plusieurs. Donc, en fait, si toi, tu n'es pas bien, tu ne pourras pas avoir cette disponibilité psychique et émotionnelle et affective nécessaire finalement à leur équilibre à eux. Donc, si toi-même, tu n'es pas en pleine possession de ta confiance, de ton estime, en pleine conscience en fait de ta propre vie, comment tu vas inviter les gens que tu accompagnes en étant eux-mêmes en pleine possession, je veux dire en les élevant plus haut. Donc, en fait, c'est difficile. Oui et non, c'est un exercice à faire, et je pense surtout c'est difficile parce que en fait, de base, c'est pas la transmission qu'on fait. C'est-à-dire que toi, déjà en tant qu'enfant, c'est très très rare qu'on t'ait donné une place centrale dans la famille, dans la société en fait. Et encore une fois, ça touche un genre en fait, donc les femmes la plupart du temps, parce que ce sont des enfin, on les a considérées comme des sexes faibles en fait finalement. La considération a toujours été peu importante. C'est difficile quand la société, les représentations font que tu n'es pas très considéré, de te considérer toi-même. Ouais. Donc, en fait, c'est un remaniement, c'est un déconditionnement qui est nécessaire à faire en tant que femme, de vraiment se placer au centre, en fait, de son foyer, de sa famille, de la société, en fait. C'est-à-dire qu'il faut marcher vraiment la tête haute et se dire qu'on a, on a le power de porter, en fait, beaucoup de choses. C'est une capacité et des compétences qu'on a, mais il faut qu'on soit vraiment au centre de notre relation. Il n'est plus question de minimiser notre présence, en fait, dans n'importe quel aspect, que ce soit au travail, dans la famille ou dans la société. Mais ça, c'est un déconditionnement. Et je vous assure que quand on fait ce travail intérieur, et je veux dire, je pense que j'en suis l'exemple même, j'ai 3 enfants, j'ai 3 sociétés, voilà, et je voyage beaucoup, je fais voilà, un aller-retour en France quasiment tous les mois ou tous les 2 mois max, et tout va bien en fait, les gars. Tout va bien parce que quand ça va pas, quand j'ai pas envie, je fais pas. Parce que je suis ma priorité en fait. Je ne me force pour personne, mais parce que j'ai fait ce travail-là en fait. Et je ne me sens pas débordée, je ne me sens pas chargée, mais j'ai fait ce travail. Je veux dire, je l'ai été. D'accord, je suis pas arrivée comme ça, boum, boum. Non, je veux dire, j'ai fait ce travail. Quand j'ai décidé d'être mon propre patron, d'être entrepreneur, de monter mes structures, ça a été compliqué. Et là, j'ai dû me déconditionner, me dire, attends. Je me lance, et comment faire en fait? Donc, vraiment se mettre au centre de tout, pas que de sa famille, de tout en fait. Voilà. Et de reprendre possession. Et là, je pense que indirectement, sa charge mentale, elle s'allège parce que finalement, on est sa priorité. Donc, on sait dire non, ça, je ne le fais pas. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu dis reprendre position, d'être au centre, de se remettre au centre de
de tout, enfin dans tous les domaines, mais ça veut pas dire, parce qu'il faut faire attention, ça veut pas dire qu'on excelle dans tous les domaines. Ça veut dire que tu sais dire stop quand il faut dire stop, quoi. Non, non. Et puis ça veut pas dire que je suis contre, si tu veux, quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, non, c'est simplement, et je veux dire, et les personnes qui vont vivre avec moi, qu'ils soient mes enfants ou mon mari, sont aussi au centre de leur vie, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant qui a 13 ans et je pense que on est content parce qu'on lui a transmis finalement ça, parce qu'aujourd'hui, il a 13 ans, il a fait le choix d'être en sport-études, donc d'être loin de la maison. Il est parti à 12 ans et demi et c'est OK, en fait. D'accord? On lui a dit, OK, est-ce que toi, tu es bien là-dedans? Est-ce que tu es heureux dans ce choix? OK. C'est dur pour nous parce que, je veux dire, affectivement parlant, c'est pas facile, mais on est super fiers de lui parce qu'il a été capable de se mettre au centre de sa vie à 12 ans et demi. Tu comprends? Ouais, De c'est ne la pas se dire ouais. qu'il a vu que c'était dur pour moi. Il n'a pas dit ah bah non, bah, ma mère, ça va être dur. Non, gars, c'est à moi de me gérer en fait. C'est moi qui vais me gérer. Je vais gérer mes propres émotions. Mes émotions ne sont pas les tiennes. Donc, si toi, tu le vis bien, go, tu y vas en fait. On sera derrière, on sera là. Et donc, ça, tu te dis que. Et lui, ça veut dire que comment il va grandir? Ben, il va grandir avec cette image-là, de se dire je suis ma priorité, je fais les choses qui me font du bien. Je ne les fais pas en fonction des autres. Et là, ben, déjà, ta charge mentale, je t'assure qu'elle est diminuée par 2. Quand tu te libères, si tu veux, des autres et de la société, de tes représentations, de tes ancrages, des injonctions et de tout ce qui fait que tu n'es pas au centre de ta vie, de ta propre vie, déjà, tu as fait 50% du chemin. Après, c'est que de l'organisation. Anna Roy, sage-femme, podcasteuse, auteure, chroniqueuse dans la maison des maternelles et maman de 2 kids. La charge mentale, c'est là aussi. Alors souvent, ce qui m'amuse beaucoup, c'est pas drôle, mais avec mes patientes, ce qui me m'étonne et m'interpelle, c'est que souvent, elles ne croient pas à l'inégalité homme-femme tant qu'elles n'ont pas d'enfants. Et elles me disent, oh, en devenant mère, j'ai compris l'existence de cette inégalité. Bon. Et c'est vrai que la charge mentale, donc c'est assez récent, hein, c'est 2017, enfin c'est vraiment démocratisé en 2017. Ça dit vraiment cette idée de toutes les choses qu'on a à penser et qui est quand même essentiellement, voire largement pris par les femmes. Toutes les études le montrent, hein, c'est pas moi qui l'invente. Je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que ça empoisonne la vie des femmes, mais à un point. Et là, il y a pour le coup, je pense, des moyens de s'en défaire. C'est vraiment l'idée de se mettre autour d'une table et de faire ce qu'on appelle des conseils, enfin ce que j'appelle moi des conseils de défense. C'est de se répartir les choses. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, le linge, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais une fois que c'est sorti de l'affaire de l'un, l'autre ne s'en occupe plus du tout. Il faut vraiment se donner des champs de compétences, entre guillemets. On est entièrement responsable de A à Z de la filière pour pouvoir et se libérer de la charge mentale et se libérer aussi du temps. Un enfant, c'est 8 heures de travail supplémentaire. Qui va assurer ce travail des 8 heures? Vous pouvez, c'est pas romantique non plus, mais lister toutes les tâches qui vont vous incomber et vous les répartir. Vous pouvez aussi prévoir des moments en couple sans le bébé où vous ne parlez pas du bébé régulièrement. Moi, je dis c'est un dîner tous les 15 jours, un week-end tous les 2 mois, une semaine par an. Ça, c'est très fixe et c'est très injonctif. En réalité, quand je suis en face de mes patients, je dis, je m'adapte évidemment aux situations de chacun et de chacune. Mais vous voyez, l'idée, en fait, c'est de se dire que c'est un sujet et de dire qu'on va essayer de faire pour que les choses se passent au mieux. C'est par exemple ne pas critiquer l'autre quand il s'occupe du bébé. En fait, il y a plein de choses, des milliards de choses. La comptabilité à chaud, moi je suis très coutumière du fait, c'est-à-dire de reprocher en criant « Ouais, t'es un salaud, faut pas nanana », etc. En fait, c'est vraiment dommage, donc il vaut mieux le faire à froid, on se met autour d'une table. En particulier, faites-le quand tout le monde va reprendre le travail. Ça, c'est vraiment la zone charnière. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que le coparent, pendant le congé maternité, a pris certaines habitudes parce que vous étiez à la maison toute la journée. Et quand vous retravaillez, il ne s'adapte pas, en fait. Pour lui, c'est l'ancien temps du congé maternité qui va perdurer. En fait, tout va changer parce que vous allez rebosser. Donc là, c'est hyper important de faire un conseil de défense en vous disant, OK, donc toi, tu es responsable linge, toi, tu es responsable couche, toi, tu es responsable pédiatre, toi, tu es responsable machin. Et je vous promets que ça marche très, 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 très bien. Moi, le linge, je ne sais même pas comment mes culottes arrivent dans mon placard. Je ne sais pas. Je sais pas, la lessive, tout ça, ce n'est pas mon business. Je ne touche plus la machine à laver et je ne l'ai pas touchée depuis 5 ans. Au contraire, c'est plus dans le quotidien. Ça exonère du quotidien parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Par contre, je suis responsable, moi, cuisine. Cuisine, je veux dire, entretien du plan de travail, ma mère, etc. Lui, c'est pareil. Il ne sait même pas ce que c'est que de prendre une éponge et de laver la cuisinière. On ne se pose plus les questions. En fait, les tâches sont réparties. Et c'était dans ça que je disais l'idée, on crée un business. Ben ouais, c'est pas très glamour. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas très glamour le business. Et voilà, c'est une façon de 10 fois moins se discuter. Alors que si vous faites au petit bonheur, machin, forcément, il va y avoir des frustrations, des rancunes, des tensions et
Et il y en a un qui apprend plus que l'autre, c'est sûr. Par contre, moi, je suis responsable pédiatre, mais comme je suis responsable pédiatre et suivi médical des enfants, mais du coup, j'ai 2 autres tâches en moins. Parce que ça prend la tête, ça. Donc, ça équivaut à 2 gros spots dans la maison. Ok, Au moins, ouais. les choses sont dites, claires, tout le monde sait. Et puis surtout, quand quelqu'un est responsable d'une tâche de A à Z, il la gère comme il veut. Et voilà. Et en fait, il est beaucoup plus content. Parce qu'avec l'histoire du congé maternité, de fait, la femme se retrouve quand même plus ou moins seule, à moins, il y a des couples évidemment qui ont la chance que le père puisse prendre un congé paternité d'1 mois ou plus, mais la plupart des couples, c'est pas le cas. Et donc, en fait, pendant tout ce temps, elle va acquérir un certain nombre de savoir-faire que l'autre n'acquiert pas, et donc il va se créer un décalage. Et c'est vrai qu'il y a un moment un peu de tension où c'est difficile de laisser faire l'autre, parce que inévitablement, au départ, il va avoir cette phase d'apprentissage et qu'il va moins bien faire. Mais c'est pas grave et c'est comme ça. Les femmes ne savent pas mieux faire que les hommes. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui est plus compétent. Ça, je crois. Alors moi, j'y crois pas du tout à ça. Je crois juste qu'on acquiert de l'expérience et qu'on devient meilleur parce qu'on acquiert de l'expérience. Voilà, ça j'y crois. Ok. Mais en soi, non, il n'y a pas d'instinct maternel. Moi, c'était pas écrit dans mes gènes que je vais savoir changer une couche. Mais je reconnais que c'est très compliqué parfois de laisser faire. C'est parce que les femmes, elles se font pas confiance. En fait, elles savent tout. Elles savent tout, les femmes. Elles savent tout. Il faut juste être accompagné par des gens qui vont pas mettre leur grain de sel. Mais en fait, elles ont toutes les ressources en elles. Je vois bien avec mes patientes, on leur donne des clés de compréhension, quelques-unes, et elles savent très bien. Il faut juste leur donner confiance. Elles savent tout. Mais c'est marrant parce que les femmes, elles sont des fois encore pas persuadées qu'elles savent tout et qu'elles connaissent leur bébé mieux que personne. Par exemple, je suis épatée de voir qu'elles écoutent des conseils sur leur bébé de tout le monde et qu'elles en tiennent compte, alors que c'est elles qui connaissent leur bébé. Il faut vraiment que les gens se fassent confiance. Elles savent tout, même les femmes enceintes. Faites-vous confiance, vraiment. Dino. Moi, ma mère, quand elle lit Women's, elle s'est dit, mais on ne se posait pas toutes ces questions. Alors, on n'avait pas cette espèce de permanence de remise en cause de chaque acte, de chaque décision qu'on prend. Les choses étaient plus simples. Bon, tu fumais pendant ta grossesse, tu fumais pendant ta grossesse. Bon, il y avait peut-être moins les sushis à l'époque, mais tu te posais moins de questions sur la nutrition, tu te posais moins de questions sur les modes d'allaitement, les modes d'éducation. Aujourd'hui, tout est sujet à cette espèce de recherche, je sais pas si c'est de perfection ou ce qui nous anime dans cette génération, mais tu as ce besoin permanent de te poser énormément de questions. Et en plus, tu es dans cet avènement d'une femme qui doit maintenant plus que jamais conjuguer cette espèce de triple rôle de femme vis-à-vis d'elle-même, de femme vis-à-vis de la société, dans son travail, dans son rôle social, et de mère qui est plus que jamais, avec toutes ces questions qui se sont posées, complexe. Et donc, le résultat, c'est cette espèce d'énorme charge mentale, tu as un trop-plein d'émotions, de décisions et de rôles à pouvoir gérer. Et en fait, sans trouver des solutions concrètes, parce que je pense qu'il n'y en a pas des solutions concrètes pour te dire je vais me décharger de tout ce flot d'informations et de décisions, le fait de dire mais je ne suis pas seul à vivre ça, toutes ressentent ça, c'est normal ce que je ressens, c'est normal ce que je vis. Ça, c'est révolutionnaire et ça fait du bien. Et c'est un travail qui aujourd'hui n'avait pas été proposé, de cas qui n'avait pas été fait comme nous on le fait aujourd'hui. Et c'est ça qui ressort dans ce que nous dit la communauté comme étant la révolution de WeMoms, comme étant ce pourquoi WeMoms est aujourd'hui unique. Je me sens moins seul, je me sens moins isolé et je me sens moins dans cette charge mentale qui est dévorante si jamais j'ai pas le sentiment qu'elle est partagée par des centaines de milliers de femmes en même temps que moi. Alors, dans les volumes de conversation que tu vas avoir, et bien évidemment, c'est en fonction des différents stades de vie. Donc, pendant la phase d'essai, c'est beaucoup autour des émotions qui vont te traverser, cette espèce de déprime, de lassitude, autour du fait que tu n'y arrives pas. Et donc là, c'est beaucoup autour de soutien moral, d'entraide. Tu as peu d'astuces concrètes finalement qui vont être partagées et c'est beaucoup plus, je te dis, cette espèce de soutien et de se dire, voilà, on le traverse ensemble, on va y arriver, ça prendra le temps que ça prendra, mais on est là les unes pour les autres. Ensuite, pendant la phase de grossesse, tu as dans le premier temps comment le cacher à ses proches. C'est un sujet qui revient beaucoup et donc je suis enceinte, je peux plus boire de vin, je peux plus bouffer de sushi, il y a plein de choses qui me sont interdites, mais en même temps, je veux pas encore l'annoncer parce que je suis avant les 3 mois et donc comment je fais pour le garder pour moi. Ensuite, au deuxième trimestre, tu vas avoir tout ce qui est les maux de la grossesse et donc les nausées, les mal de jambes, les mal de dos, tout ce que tu peux imaginer. Et le troisième trimestre, là, on passe à la phase de préparation. Je vais bientôt accoucher, comment ça va se passer, la chambre de l'enfant pour moi et tout ce que tu peux imaginer. Et puis ensuite, quand l'enfant est né, tu as 2 grands sujets qui reviennent en gros pendant la première année, c'est le sommeil et la nutrition. Comment est-ce que lui va réussir à dormir et comment moi je vais réussir à dormir. Les 2 marchent de pair et la nutrition sur à la fois les premiers temps où tu as souvent plein de complexité avec un système digestif qui n'est pas encore développé et donc toutes les régurgitations, toutes les coliques, toutes les complications que tu as du très jeune bébé, puis les phases de diversification et tout ce que tu connais. Et puis ensuite vient la phase d'éducation, passer tous ces mots des débuts et presque cette peur de la survie qui accompagne le nourrisson de très jeune bébé. Et ensuite la phase d'éducation, elle va voir plein de différentes tendances, plein de différents choix. Ça va être le Montessori, pas le Montessori, ça va être l'éveil
naturel ou pas, ça va être la fessée, pas la fessée, ça va être le mode de garde, et donc tout ce que tu vas imaginer autour de l'éducation. Et puis, tu as un sujet qui est quand même très présent, et là, du début à la fin, c'est le sujet du couple. Et donc, comment tu te perçois, comment tu te projettes dans ton couple. On sait que la naissance, la grossesse, la conception et toutes ces phases-là sont des phases qui bouleversent le couple autant qu'elles bouleversent ton quotidien et ton rapport à toi-même. Et donc, le couple et la manière de pouvoir s'en sortir dans ces phases-là est aussi très discuté au sein de l'application. Nous, on travaille avec plus d'une centaine d'experts. Tu as différentes professions, ça a des puéricultrices, des sages-femmes, des pédiatres, des pédopsychiatres, des gynécologues, des nutritionnistes, des psychologues. Donc, on bosse avec beaucoup de monde. Et ils nous disent que parmi les mâles du siècle qui sont les leurs, tu vas avoir cette espèce d'autodiagnostic avec lesquels arrivent maintenant chacun des patients qui sont allés voir sur les forums, qui sont allés voir sur les sites et qui arrivent avec un autodiagnostic. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment permettre de faire à ces mamans entre elles, c'est un partage d'expérience. L'expérience, c'est pas la solution médicale, c'est pas la prescription médicale. Donc, c'est pas te dire ton enfant a ce symptôme, voilà ce que tu dois appliquer. C'est dire, il pleure, moi aussi, voilà comment je l'ai pris, voilà comment j'ai réagi et voilà comment je te conseille de pouvoir, toi, le prendre dans ton couple, dans ton quotidien, mais pas ce que tu dois appliquer pour lui. Et donc, en effet, on a une centaine de partenaires qui vont intervenir dans le cadre de live chats. Et donc, c'est des lives qui vont durer 1 heure sur des thématiques bien précises. Et pendant cette heure, les mamans vont pouvoir en direct poser leurs questions à ces professionnels, qui peuvent être donc des professionnels médicaux, mais parfois aussi des professions, j'allais dire plus légères, c'est pas forcément le terme, mais qui sont pas médicales. Tu vas avoir des conseillers conjugaux, tu vas avoir, comme je te disais, des nutritionnistes, tu vas avoir des coachs sportifs, tu as parfois même des politiques. Tu as Marlène Schiappa qui est venue faire un live sur le sujet dur des violences conjugales. Donc, tu vas avoir différents types d'intervenants. L'idée étant d'avoir une compétence, une expertise, une légitimité particulière sur un sujet. Et on termine cet épisode avec un dernier extrait de Delphine Maharec que tu retrouveras, je le rappelle, tout au long de cette série. Après avoir entendu toutes les théories sur la grossesse, l'accouchement, la césarienne, le sommeil, le cododo, l'allaitement, Montessori, le RGO, les marques de couche, le liniment, les tours de lit, le Cocoona Baby, la Bugaboo, la Baby Zen, l'âge de la marche, les bébés super éveillés et les chaussures à semelles souples ou pas, on pourrait facilement croire que la maternité est le premier cap de détestation ultime d'autrui et conclure par un solennel « les gens sont cons » en allant s'enfermer pour toujours dans un igloo avec une gigoteuse en double gaz et des probiotiques. À partir du moment où vous avez un enfant, la barrière de la politesse n'a plus lieu d'exister. On vous accoste dans la rue pour vous dire comme il est mignon, mais aussi pour critiquer l'usage de la tétine. On vous demande l'avis que vous n'avez jamais demandé. On vous demande ce que vous ne voudriez jamais révéler. Et pourtant, je le sais aujourd'hui, c'est la maternité qui m'a redonné foi en l'être humain. Pour conclure ce podcast et parce que vous pouvez avoir des questions au quotidien, Blédina vous accompagne également avec différents services comme l'application Blédipop pour vous donner plein d'idées recettes adaptées et suivre la diversification alimentaire de votre bébé, ou encore avec la hotline disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au 0800 415 415. J'espère que tu as kiffé cet épisode sur l'organisation du quotidien d'un parent et de la charge mentale. La saga parentale continue avec un prochain épisode sur, roulement de tambour, comment mieux gérer le postpartum. Encore un gros méga big sujet, riche en émotions et rempli d'espoir avec d'autres témoignages inédits et encore que du love. Si tu veux en savoir plus sur les events de The Parent Show, rendez-vous sur www.theparentshow.com ou sur la page Instagram @theparentshow. Et moi, je te retrouve très vite dans l'avant-dernier épisode de cette série On Fire. Allez, bisous. Ah mais non, c'est pas ça le mot de la fin, c'est XOXO, The Parent Show.